Alors, la question qui se pose, c'est l'information générale, mais on ne va pas pouvoir trancher aujourd'hui avec ce virus qui va, qui vient, qui n'est pas encore parti. Est-ce qu'on y était éventuellement envisagé de faire une réunion en présentiel? La réunion, il reste encore 2 réunions, je vous avais envoyé les dates. Voilà, on ne sait pas encore si on pourra la faire ou non. Donc, ça ne sert à rien de discuter pendant longtemps de ce problème parce que ce sera interdit, les réunions. Bonjour Eric, qui nous rejoint. Bonjour André, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, Bonjour. ça fait plaisir de se voir déjà. Ah oui. On a dit bonjour, on a salué tout le monde. Jean, tu entends bien tout ce qu'on raconte? Elle est dans le train, donc J'écoute. connexion classe. Voilà. Voilà, tu entends. Alors, ce que je propose, parce que je crois que c'est Mao Tse-tung qui a dit que quand on parlait qu'on n'avait rien à dire, il valait mieux que cela. Mais, donc, j'ai dit un peu les informations générales. Pour gagner du temps sur l'horaire, je propose que on démarre. Oh, ça n'a pas commencé, tu vois. Où est-ce que... Ah non, c'est Nathalie. Là, ce qui est en haut à droite maintenant sur mon écran, je la cherchais. L'ordre du jour, comme ça, si on peut prendre, on est 2 minutes en avance, autant le démarrer. Il est prévu à l'ordre du jour, 18h10, donc on y est. L'apport de l'EPCC pour des jeunes empêchés. Alors, c'est la terminologie, parce que c'est notre ami Jérôme Daïdé qui nous a considérablement aidé pour le colloque et qui est directeur des études de 2 cliniques à Paris. Ils mettent le PCC en place. Alors, c'est très bien que Nathalie ait pu le remplacer, parce qu'elle est aussi directrice, elle est venue à notre colloque, elle connaît le dossier, etc. Alors, je propose, voilà, il est prévu 20 minutes. Enfin, Trop fort, non? Comment? Vous m'entendez là tous? Oui. Oui. Bonjour Claude qui nous rejoint, Roselyne, voilà, les gens arrivent, ça va, on va être assez nombreux. Et Nathalie, tu peux démarrer. Après, qui ça? Ah oui, ben c'est parfait. Voilà, donc Nathalie, qui me dit bonjour, j'ai pas. Marie-Françoise. Ah oui, c'est sur l'autre écran. Oui, ça va trop vite pour moi. Attends, oui, c'est. Madame David aussi. Bonsoir. Bonjour Marie-Françoise, je ne te voyais pas. Voilà, maintenant je la vois. Très bien. Bonjour Claude, c'est sympa d'être venu. Voilà, donc je retrouve Nathalie qui va nous présenter un petit peu les activités dans la clinique de Sceaux. En rappelant, parce qu'il y en a qui ne doivent pas savoir exactement de quoi il s'agit, quel est le public, enfin rapidement, ben voilà. Nathalie, oui. Tu as la parole. Alors, je m'adresse à Ludo. Je ne sais pas, c'est lui après le maître d'œuvre pour organiser, pour mettre en gros plan, l'écran, partage d'écran. Voilà. Nathalie Olas, voilà. C'est elle qui va nous présenter le dossier. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, j'exerce dans un endroit un peu atypique au sein d'une clinique qui fait partie de la Fondation Santé des étudiants de France. Donc, il y a plusieurs antennes sur tout le territoire national. L'Île-de-France est plus pourvue puisque nous avons 6 cliniques en Île-de-France et 13 cliniques en tout réparties sur tout le territoire.
Donc au nord, dans l'est, à l'ouest, dans le sud aussi, Nice et près de Bordeaux. Et nous avons la particularité de permettre la scolarisation de jeunes gens hospitalisés. Alors, différents types d'hospitalisation existent. Certaines cliniques sont spécialisées dans le somatique, donc ce sont pour des jeunes qui ont eu des accidents de vie, qui ont des maladies chroniques, des services d'oncologie, et des cliniques spécialisées dans la maladie psychiatrique. Donc, SO n'a que des jeunes gens qui sont atteints de troubles psychiatriques. Donc, différentes pathologies sont accueillies, qui peut aller de l'autisme à la schizophrénie, aux troubles du comportement alimentaire, des phobies scolaires, dépression, comportement borderline, addiction. Voilà à peu près le panel de pathologies que nous accueillons. Donc, les jeunes gens entrent sur une entrée qui est médicale à un moment un peu particulier de leur vie, soit parce qu'ils ont eu une période assez importante de crise où ils ont eu besoin de soins et uniquement de soins à un moment donné. Et puis, ils arrivent sur une période où ils sont plus stabilisés, mais en tout cas trop fragiles pour repartir en milieu ordinaire avec juste un suivi en ambulatoire. Donc, on arrive à ce moment-là, nous, de leur vie, et on leur permet de poursuivre leur scolarité en espérant qu'ils puissent ensuite aller mieux, avoir un étayage médical beaucoup plus léger et repartir dans le milieu ordinaire. Ou alors, on peut arriver à un moment où, effectivement, ils ont été dans le milieu ordinaire avec un suivi, un appui médical, et puis ça s'avère à un moment donné beaucoup trop insuffisant et ils ont besoin d'un étayage un peu plus soutenu sur le plan médical, et c'est là qu'ils sont hospitalisés. Alors, effectivement, il y a toujours une maladie qui existe et qui explique le parcours scolaire, mais souvent, la scolarité a aussi été un catalyseur. Effectivement, alors on voit ça souvent chez les jeunes qui ont des troubles du comportement alimentaire, des jeunes qui sont phobiques, qui sont en dépression. On se rend compte que leur fragilité préexistante entrave la scolarité, et que la pression mise volontairement ou involontairement par l'école au sens large, alors ça peut être effectivement l'institution, ça peut être parfois les enseignants de manière involontaire, souvent les parents aussi, puisqu'on sait quel est l'enjeu qu'il peut y avoir autour du baccalauréat et de la réussite scolaire. Chez des jeunes gens fragiles, dans un milieu scolaire où ils sont noyés dans une classe de 30 élèves, où effectivement on n'a pas forcément le temps de leur accorder du temps, ou les évaluations, puisque effectivement là c'est un peu le cœur de notre réunion ce soir, peuvent être vécues comme des évaluations sanctions, où il y a tout un rituel autour de ça qui peut angoisser les jeunes, et chez des jeunes gens fragiles avec des pathologies où ça peut effectivement les conduire malheureusement à une dégradation de leur état de santé. Voilà. Donc, pour un peu retracer notre travail au quotidien, alors le travail est assez délicat, surtout pour les enseignants, puisque on a des jeunes qui ont souvent une déscolarisation quand ils arrivent chez nous. Alors, une déscolarisation due à des hospitalisations, mais avant d'être hospitalisés, voilà, c'est le parcours classique et le chemin classique des jeunes en milieu scolaire. On commence par être un petit peu absent, une fois, deux fois, les absences se perdent, deviennent de plus en plus nombreuses, on perd le fil avec la scolarité, et puis après, plus on est absent et plus on a des difficultés à revenir, parce qu'évidemment, on n'a pas rattrapé les cours et on a peur des évaluations qui vont arriver, et il y a d'un seul coup une masse de choses que les jeunes ont à rattraper qui paraît une montagne insurmontable, et finalement c'est plus facile de rester chez soi, et ils ont souvent le vécu d'un relationnel difficile avec les enseignants. Alors les enseignants qu'on rencontre, on travaille avec eux aussi alors au quotidien dans la structure, mais aussi sur l'extérieur, sont pourtant pleins de bienveillance,
mais ce n'est pas le ressenti de nos jeunes et c'est souvent douloureux pour eux d'envisager un retour à l'école. Alors, ils ont envie et à la fois, ils ont peur et à la fois, ils ont un relationnel à l'école et à l'enseignant qui est difficile. Donc, tout le travail pour nos enseignants sur place, en soins-études, avec ces jeunes, c'est à la fois de leur redonner confiance, de les faire revenir, de les apprivoiser, comment dire, de leur faire prendre du plaisir à revenir à l'école. Et puis ensuite, une fois qu'on a réussi cette phase-là, et bien ensuite leur apprendre aussi à se confronter aux règles de la scolarité, c'est-à-dire effectivement acquérir un certain nombre de compétences, se confronter à des évaluations, préparer un examen, puisque nous avons des jeunes qui sont scolaires au niveau lycée, des grands, donc qui préparent le bac aussi chez nous et qui le passent chez nous. Donc effectivement, c'est tout le travail délicat des enseignants, à la fois d'être dans un moment où on peut mettre de côté les programmes, l'évaluation et on reconstruit une relation de confiance avec le jeune. Et puis ensuite, passer à une phase où on les prépare à affronter un peu tout ce qui les attend. Alors, et immédiatement avec le bac qu'ils préparent, et puis après dans les études supérieures, quand ils vont devoir partir dans le supérieur. Alors, avec alors, comment dire, une difficulté peut-être avec ce baccalauréat rénové qui est en place, où le contrôle continu a pris beaucoup plus d'importance. Alors où en plus les examens qui devaient être ponctuels pour le tronc commun sont devenus des examens de contrôle continu, enfin des notes de contrôle continu, et où les jeunes, surtout nos jeunes fragiles, ont l'impression que chaque note finalement est une évaluation et chaque note va compter dans la moyenne et chaque note est importante et ça les renvoie quelque part à tout ce qu'ils fuyaient quand ils étaient dans la scolarité ordinaire. Donc voilà, ce côté, ce contrôle continu a à la fois un côté rassurant. Alors, il y a Madame Lagdari est avec moi et elle pourra plus développer sur ce point puisqu'elle est enseignante et avec les jeunes au quotidien. Donc, à la fois, le contrôle continu a ce côté rassurant où les évaluations sont annoncées. On sait qu'il y a plusieurs évaluations, qu'on pourra se rattraper aussi sur des notes qui ont été un petit peu moins en deçà des attentes. Le revers de la bétail, c'est effectivement que chaque évaluation, on a l'impression que les jeunes, ils passent le bac tout le temps. Voilà, donc il faut aussi les rassurer à ce propos. Et puis, alors ça, c'est le travail des enseignants. Et puis moi, mon travail à la direction, c'est aussi de rassurer les parents, parce qu'il faut faire aussi tout un acte de pédagogie et un travail de communication avec les parents, puisque eux aussi sont bien involontairement, mais responsables aussi de la pression qu'on peut mettre sur les jeunes et qu'ils peuvent mettre eux sur leurs jeunes, où il y a un tel enjeu autour du bac que chez eux aussi le contrôle continu, ça peut avoir un impact. Et donc là, il faut faire de la pédagogie et rassurer les parents pour qu'ils puissent rassurer leurs jeunes. Voilà. Je ne sais pas si je suis… Oui ? Non, c'est très intéressant, mais l'apport de l'EPCC, voilà, alors si tu peux en dire quelques mots. Après cette présentation générale, alors effectivement, l'EPCC, c'est effectivement un outil important et encore plus important pour ces jeunes qui doivent justement être mis en confiance, qui doivent justement oser venir se confronter aux évaluations, et le fait qu'ils puissent travailler avec un enseignant sur des notions, sur des exercices qui seront répétés, des devoirs qui seront préparés
avec des notions sur lesquelles ils vont être interrogés sans qu'il y ait de surprises, de pièges, de questions bonus ou je ne sais quoi. Le fait que tout soit préparé en amont avec eux, ça participe quand même à leur donner confiance et les ramener aussi dans la salle de classe et les ramener vers de l'évaluation. Voilà, d'autant plus chez nos jeunes qui ont été, pour nous en soins études, qui ont été vraiment en rupture de scolarité tellement forte et ça a été tellement difficile pour eux qu'ils en sont arrivés à se faire du mal parfois quand même. C'est un outil précieux pour les ramener et pour leur donner confiance. Voilà. Donc, sur le côté très pratique et le rapport à l'élève, je vais laisser Malika Lagdari, qui est enseignante en physique-chimie chez nous, alors en plus professeure de sciences, où c'est en plus, les sciences et les matières scientifiques sont quand même souvent difficiles pour nos jeunes. Donc, c'est un outil qui est précieux, mais je pense qu'elle en parlera mieux que moi. Donc, si vous le voulez bien, je lui laisse la parole. Et avec plaisir, mais on aimerait aussi, si c'était possible, la voir. Mais bonsoir. C'est un petit problème technique qui fait que vous ne pouvez pas me voir. J'ai essayé de régler ça, mais C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, vous m'entendez bien? On entend parfaitement. Et vous me voyez à la place. Non, mais on entend très bien, donc ça va. Vous êtes plus concentré sur ma voix que sur mon image. C'est-à-dire, on n'a pas le choix, Oui, non. Mais ça va très bien. D'accord. Alors, je suis Malika Lagdari. J'enseigne donc depuis quelques années déjà dans les collèges, les lycées, principalement dans les lycées. Ça doit faire 3-4 ans que j'ai rejoint l'enseignement spécialisé. Donc, c'est un poste à profil dans lequel je me suis inscrite pleinement. Donc, je vais parler plus en détail de la physique-chimie, la méthode que j'ai dû adopter en arrivant à Dupré. C'est-à-dire, comme le disait Madame Olas, beaucoup d'absence d'absentéisme. Et au début, comme c'est perlé, nos jeunes, c'est un peu ils viennent pas. Donc, il faut un peu les ramener au fur et à mesure vers la scolarité, leur donner confiance en eux. Alors, ce que j'ai pu faire, c'est que je donne les cours en polycopié, vous voyez, sous cette forme-là. Parce que je me dis que ça rassure le jeune. S'il rate un cours, il aura un support sur lequel s'appuyer. Bien évidemment, ça n'enlève pas le côté indispensable de venir en cours. Mais ça peut les rassurer et se dire, bon, j'ai pas tout raté, j'ai le support, etc. C'est pas non plus de l'autre côté, j'ai envie de dire, un outil pour, entre guillemets, sécher les cours. Non, c'est vraiment un support au cas où on est perdu. Et même en classe, comme beaucoup, en fait, de la déscolarisation ont un peu perdu, on va dire ça comme ça, l'habitude d'écrire, du coup, la prise de notes. C'est pas l'habitude d'écrire complètement, évidemment, mais la prise de notes. Donc, du coup, ça les aide. Après, ils surlignent, etc., etc. En revanche, pour les exercices, non, on prend les notes, on essaie de prendre les notes comme on peut, parce que ces polycopiés ne substituent pas vraiment à un travail de classe dans la forme, parce qu'on a besoin quand même d'écrire. Quant à l'ordinateur, parce que certains de nos élèves ont besoin d'ordinateur, ça aussi, en règle générale, je peux refuser parce que je trouve que ça prend plus de temps de taper les formules sur le support ordi qu'à l'écrit. Voilà, donc pour les TP, maintenant ça c'était la partie cours. Pour les TP, c'est pareil, je fais la stratégie des pas à pas, c'est-à-dire qu'en fait, pour tout ce qui est manipulation, on manipule petit à petit, donc on apprend à pipeter, on apprend la verrerie, il faut tout réapprendre en fait, comme on faisait au collège, il faut tout réapprendre au lycée. Et donc Madame Olas m'a donné la dernière fois l'autorisation d'aller faire un TP dans le lycée support, le lycée La Canale. Donc c'était à vertu pédagogique pour les faire revenir dans le milieu ordinaire et qu'ils puissent, ils n'étaient pas mélangés avec d'autres élèves, mais c'était une forme d'inclusion. D'ailleurs, ils ont beaucoup Je m'excuse. Est-ce que vous pouvez préciser l'apport de l'EPCC, de l'évaluation par contrat de confiance, voilà, parce que j'y arrive en fait en parlant des examens. Vous voyez, en parlant des
des DST qu'on donne ou même des DM qu'on peut donner. Donc, l'apport de la PCC, parce que moi, je trouve comment je le fais, c'est que je leur donne des exercices et ils savent qu'ils vont être notés sur les exercices qu'on a déjà fait au contrôle. Donc, les DM, on n'en parle pas parce que ça s'est fait à la maison et puis ça aussi, je le fais par groupe, mais au fur et à mesure, je leur donne des exercices, ils seront notés sur ce qu'ils savent déjà faire, ce qu'ils ont déjà fait en exercice, et au fur et à mesure, on pourra passer à des exercices vers l'inconnu, voire un sujet complètement inconnu comme au bac. Donc voilà où l'apport de PCC m'est utile. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Ils ne vont pas vers l'inconnu, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, non, mais c'est pour ça que, parce que le thème de l'exposé, c'était l'apport de l'EPCC pour des jeunes empêchés. Donc, si vous deviez répondre par oui ou par non, enfin, ça aide quand même ces jeunes qui ont déjà des difficultés par ailleurs. C'est une aide non négligeable. Voilà, c'est la question que je pose à Nathalie et à Madame Lagdari. Oui, alors moi, je me permets, oui, alors on le voit parce que, effectivement, alors ce sont des jeunes qu'on a réussi à ramener en cours. Donc, lorsqu'ils reviennent en cours, c'est effectivement qu'on les a remis en confiance et le fait qu'ils soient évalués sur des choses qu'ils ont déjà faites, ça permet de les faire revenir. Et effectivement, parce que nous, on les prépare au bac à lauréat aussi, avec un examen qui sera un sujet qui sera totalement inconnu, ça leur permet aussi d'être en confiance et de pouvoir se dire qu'ils vont pouvoir composer le jour de l'examen sur quelque chose de complètement inconnu, parce qu'ils auront suffisamment de bagages, d'acquis, et ils auront finalement vu tout ce qu'il est possible de rencontrer le jour de l'examen, et sans avoir de crise de panique. C'est ça aussi, lorsqu'ils viennent, ils quittent l'école parce que souvent il y a des crises de panique. Souvent ils nous disent d'être confrontés à l'évaluation, c'était pas possible, je voulais pas être noté, je voulais pas revenir. Donc ça leur permet quand même de revenir, de se confronter, parce qu'ils ont un enseignant qui les a encadrés, qui les a rassurés, qui leur a dit non mais là on a pu le faire en cours, donc tu peux le refaire tout seul. Le fait de réussir à refaire tout seul ce qu'ils avaient déjà fait en cours, petit à petit ça les met en confiance. Et pour ceux d'entre eux qu'on passe, parce qu'on est centre d'examen aussi, donc pour ceux d'entre eux qui passent finalement l'examen en fin d'année, le vrai examen, alors on va voir là puisque c'est la première mouture des spécialités, mais en tout cas il y a 2 ans quand on a passé le bac, ancienne version, et en tout cas en physique, pas version Covid, on s'aperçoit que ces jeunes en difficulté, hospitalisés, accompagnés par les enseignants, sont quand même capables de venir le jour de l'examen à l'heure, alors que c'est quand même très, très formel. Le baccalauréat, en plus, il le passe effectivement dans le lycée Support, c'est une grosse cité scolaire, donc ça a ce côté un peu impressionnant. Et finalement, ils sont capables de venir, de composer, de découvrir un sujet qui est totalement inconnu, puisque le jour de l'écrit, c'est totalement inconnu. Et on s'aperçoit que tout ce travail, petit à petit, tout au long de l'année scolaire, et toute cette mise en confiance arrive à porter ses fruits, puisqu'ils sont capables de se confronter le jour J. Voilà, en tout cas pour notre expérience. Il y a Monsieur Saint-Léon qui est là aussi et qui travaille sur une autre clinique de Paris, donc peut-être qu'il peut compléter les propos de Madame Lagdari. Très rapidement, parce que moi, je regarde l'écran, j'essaye de voir où je suis sur l'écran, donc quand j'arrive à me trouver, ça me fait plaisir, et puis je regarde la montre. Voilà. Alors, où est notre collègue Saint-Léon? Bonjour, oui, je suis là. Donc, voilà, très rapidement, quelques mots par rapport à ce qui vient d'être dit. En quelques mots, j'utilise le PCC, c'est une composante des évaluations que j'utilise. Par exemple, des petites interrogations où je demande de refaire exactement le même exercice, notamment une résolution de problème qu'on a corrigé intégralement en cours. Et j'ai remarqué que ça contribue tout à fait à l'apprentissage de l'élève. C'est-à-dire qu'il a passé du temps ensemble avec mon aide pour la résolution d'un exercice. Il est content d'avoir réussi. Je lui dis, dans 2 jours, je te redonne le même exercice et tu le refais. Donc, pour des petites interrogations, j'ai remarqué qu'ils étaient contents de faire cela et ça marchait. Ce n'était pas tout parfait, ce qui montre que le par cœur n'est pas... c'est pas que du par cœur. Il y a aussi
d'autres choses. Et je fais aussi des évaluations mixtes avec une colonne gauche EPCC, une colonne droite contrôle non EPCC. Et pour chaque exercice qui demande les mêmes compétences, les élèves ont le choix entre EPCC ou non, parce qu'il y a quelques élèves qui ne sont pas du tout habitués à cela. Enfin, j'ai des élèves, par exemple, des milieux ouest parisiens qui viennent du privé et qui sont dans la performance, etc. D'autres qui ont un peu plus de difficultés et en fait, ils ont le choix dans ce sujet. Mais j'ai remarqué que généralement, beaucoup choisissent le PCC. Voilà, mais en tout cas, nous, on est ravis d'avoir dans notre association ces directeurs d'études et ces professeurs qui enseignent dans des cliniques. Voilà, on a l'impression, c'est plus qu'une impression, de rendre service. En tout cas, si je peux juste ajouter quelque chose là sur SO, on va développer un projet pour la rentrée où on a, tout à l'heure, vous parliez de la sensibilisation des collègues chefs d'établissement, etc. Il se trouve que moi, je suis sur le bassin, l'animation du bassin de Sceaux. Et nous allons permettre aux jeunes gens qui sont du bassin, donc qui ne sont pas du tout en soins-études, mais scolarisés dans les établissements scolaires et pour lesquels les établissements scolaires se retrouvent un peu sans solution parce qu'il y a un début de décrochage, un début de déscolarisation. Nous allons leur permettre de venir chez nous et de rencontrer les professeurs pour un temps pour essayer de prévenir la déscolarisation. Et lorsqu'on a travaillé, enfin on est en train de travailler le projet là en ce moment avec les différents partenaires du bassin, donc ça fait beaucoup d'établissements scolaires et je remarque quand même que tout ce qui était effectivement EPCC, travail sur des exercices, déjà travailler en classe avec les professeurs. Parfois, il y avait un accueil un peu défavorable. Vous avez entendu parler de ça à plusieurs reprises. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Et le fait, je pense que c'est aussi le retour post-confinement où on a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés à la maison et avec des fragilités pour lesquelles il y a eu une difficulté de retourner à l'école, a quand même ouvert l'esprit des collègues enseignants qui auraient pu être réfractaires. Et on a une oreille beaucoup plus attentive sur les solutions un peu alternatives à l'enseignement classique qui pourraient être proposées pour éviter que ces jeunes décrochent. Voilà. Donc, c'était juste pour conclure là-dessus. Et je pense que les effets du confinement ont peut-être aussi un peu ouvert l'esprit des professeurs qui étaient peut-être un peu plus réfractaires. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Oui, Marie-Pierre qui est concernée, mais 30 secondes. Parce que 30 secondes, premier André. Mais vraiment. Oui. Allez-y, donc, allez-y. Madame Oulas, en fait, je suis enseignante référente dans la SH et je pense que ça pourrait être intéressant qu'on puisse rentrer en contact parce que nous, on est en train de mettre en place un groupe de travail EPCC et PAOA. Et je travaille avec un PRTSA, un professeur ressources TSA sur le département. Et on est en lien aussi avec le conseiller technique ASH de l'école inclusive sur l'Académie de Montpellier. On est en train de commencer à le développer. Donc, si on peut communiquer nos coordonnées pour qu'on puisse rentrer en contact, parce que vraiment, entre la pédagogie universelle, la conception universelle et la PAOA, je pense qu'on peut avancer. Sûr. Et le PCC au cœur de tout ça. Mais écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, André a mon mail, donc on peut communiquer. Et en plus, nous, c'est quelque chose d'assez innovant qu'on met sur le territoire à la rentrée. Et on travaille évidemment avec le conseiller technique école inclusive là-dessus. Et ça peut être très intéressant, bien sûr. Parfait. Merci, Madame Oulas. Mais c'est parfait. Marie-Pierre, voilà, ça complète très bien. Cette première partie de réunion. Je dis au revoir à Franck, je dis bonjour à tous ceux qui sont arrivés, mais il y en a maintenant trop pour Eric, enfin Marie, Thomas, on est pratiquement 40. Bon, mais ça va. Alors, on passe à l'autre point de l'ordre du jour. Je m'excuse parce qu'il y a un ordre du jour à respecter. Alors, Jean-Charles Ringard, j'aimerais qu'on voit le visage
le visage de notre ami Jean-Charles. Là, le voilà. Alors, rapport de la commission sur l'enseignement des mathématiques au lycée. Jean-Charles Ringard, qui est inspecteur général, qui est membre de cette commission, qui va nous présenter ce rapport. Vous savez, on en a parlé lors de notre dernière réunion, hein, qu'il y avait un rapport sur l'enseignement. On s'était rendu compte qu'il n'en faisait pas assez de maths. Et alors, bref, on a passé beaucoup de temps lors de la dernière réunion déjà, sur ce point. Mais Jean-Charles, qui est d'ailleurs une pièce maîtresse dans notre association, je vous le dis, fait partie de notre association. Et c'est un des deux copilotes de la réforme du lycée, avec Pierre Mathieu. Donc, il est tout à fait directement concerné par ce dossier. Il va nous présenter les conclusions le rapport de cette commission d'enseignement des mathématiques au lycée. Il y aura la participation ensuite, est prévue à l'ordre du jour, du recteur Joutard, de Lionel Léandri, qui est chef d'établissement, et Nathalie Sayac, je crois qu'elle a un petit empêchement, qu'elle puisse, et Jacques Moisan, je ne sais pas. En tout cas, Jean-Charles, tu as la parole. Bien, ravi de vous retrouver. J'espère que vous m'entendez. Ah, et là, on te voit en plus, on te voit bien, parce qu'il n'y avait pas assez de lumière tout à l'heure. Oui, non, mais c'est parce que je suis dans un hôtel à Lyon, et donc ce n'est pas toujours aisé. Bon, voilà. Donc, pour répondre à la demande d'André, je vais vous présenter là, en 15-20 minutes le rapport qu'on a remis au ministre il y a maintenant 15 jours. Et je vais faire donc une présentation en 5 points. Je parle aussi sous le contrôle de Nathalie Sayac, puisqu'elle était, elle, membre aussi du comité de consultation. Alors, d'abord, premier point, élément de contexte. Deuxième point, bon, le comité de consultation. Troisième point, les principaux constats. Quatrième point, les propositions qu'on a faites. Et puis, naturellement, la suite, puisque le ministre a déjà acté un certain nombre de choses. Bon, d'abord, un premier élément de contexte. Ça rejoint ce que disait Nathalie Aulas là précédemment. Dans les éléments de contexte, la problématique qui a été soulevée autour des maths, en fait, c'est une contestation initiale de la réforme du lycée. Ce n'est pas simplement le fait de constater qu'il n'y a pas de maths dans la voie générale, enfin, entre guillemets, hein, il n'y a pas de maths dans la voie générale dans le tronc commun, alors que dans la voie technologique, il y a 3 heures de mathématiques, mais derrière la dimension mathématique, c'est aussi une forme de contestation larvée, lancinante, qui existe encore, hein, sur la réforme du lycée, et en particulier sur le fait qu'au niveau de la réforme, dans la structure de la réforme, les 3 enseignements de spécialité de première n'étaient pas accompagnés par 3 enseignements de spécialité de terminale, mais 2, parce qu'il y avait encore une fois un choix, et que par ailleurs, le choix des élèves semblait naturellement être guidé par différentes raisons, si je puis dire, qui ont fait qu'ici ou là, il y a eu des disparités qui se sont installées naturellement dans les parcours des élèves. Donc, premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte, c'est que l'association des profs de maths a fait un lobbying assez fort depuis 3 ans, et en particulier en janvier-février a écrit à tous les députés et tous les sénateurs à un moment clé. C'est un lobbying intelligent, je dirais, moi, de ma part, puisque c'était contextualisé au présidentiel, et à partir de là, les informations qu'ils ont diffusées, dont certaines sont justes et d'autres ne le sont absolument pas, a fait buzz dans un contexte politique, à tel point que tel ou tel candidat aux élections là, pour dimanche s'en est emparé. Donc à partir de là, alors qu'on avait un bloc de contestation de la réforme depuis le début, il y a eu, si je puis dire, une contextualisation liée au présidentiel, avec un lobbying assez fort de l'association des profs de maths, qui a fait qu'à un moment donné, eh bien, le ministre a réagi et a dit, écoutez, on va essayer de consulter, ou en tout cas, on va essayer de trouver un certain nombre de solutions. D'où, deuxième remarque, le choix qu'il a fait, et il a créé un comité de consultation de 9 personnes, 4 universitaires, 4 inspecteurs généraux et le directeur général de l'enseignement scolaire,
Parmi les universitaires, il y avait naturellement le coordinateur qui est Pierre Mathieu, le directeur de Sciences Po Lille, mais il y avait aussi Nathalie Sayac qui est ici présente, au niveau à la fois didacticienne des mathématiques, mais en même temps représentant, si je puis dire, les inspects. Il y a aussi le président du conseil scientifique, qui est en même temps un prof de psychologie cognitive. Et puis du côté de l'inspection générale, il y avait à la fois des matheux, des scientifiques et des gens comme moi qui ne sont rien, si je puis dire, en tout cas qui ne sont pas marqués d'un point de vue disciplinaire, mais qui étaient là plus avec Pierre Mathieu pour faire en sorte que l'ensemble des consultations se passent au mieux et en rapport avec naturellement le comité de suivi de la réforme. On a auditionné en 3 semaines, on a auditionné 91 personnes, dont André, et organisé en 3 semaines un panel d'audition de manière à ce que toutes les sensibilités soient représentées, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient universitaires, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient sociétés savantes, qu'elles soient associations de profs. On a remis le rapport officiellement, hein, il y a maintenant 15 jours. Ça a peut-être été ici ou là relayé par la presse. Je note d'ailleurs que malgré les dispositions qui ont été prises par le ministre, et je vais revenir dans mon 5e point, je lisais encore il y a moins de 48 heures une déclaration de certaines politiciennes, encore une fois sur la problématique des maths, mais au demeurant, j'ai pu lire ici dans Challenge la position des principaux dirigeants du CAC 40 regrettant qu'il n'y avait pas assez de maths. Et puis j'ai lu aussi encore récemment une tribune de femmes polytechniciennes qui réclamaient là aussi la place des maths dans les cursus scolaires. Bon, vous voyez que c'est un sujet qui reste encore un peu polémique, mais je pense que c'est lié en partie au contexte politique. Bon. 3e élément, donc quels sont nos principaux constats? Les principaux constats, alors je fais une remarque préalable et je vais vous présenter les 5 principaux constats qu'on a relevés dans le rapport. Alors, la remarque préalable, je me permets de le dire tout de suite, hein, quand on compare l'ancien lycée avec les séries LES-S avec le nouveau lycée, j'oserais presque dire qu'on fait une erreur méthodologique majeure, même si d'aucuns, et c'est un peu là-dessus qu'il y a eu des confusions statistiques, même si d'aucuns se sont emparés de ce type de comparaison. Je rappelle une vérité simple, hein, la série LES-S, les élèves, quand ils choisissaient la série à la fin de la seconde, choisissaient un menu complet, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés, dès l'instant où ils choisissaient S, d'avoir un menu complet d'ensemble de disciplines, pareil en ce qui concerne la série L, pareil en ce qui concerne la série ES. Donc, l'unité dans l'ancien lycée, c'est l'unité série, c'est-à-dire un bloc complet de cursus de connaissances. Tandis que dans le nouveau lycée, ce n'est pas la série qui est l'unité. L'unité, c'est l'enseignement de spécialité. Là où il y avait 3 séries, il y a désormais 12 enseignements de spécialité, qui permet donc autant de combinaisons que vous le souhaitez. Je vous rappelle que il y a 421 combinaisons triplettes de première qui existent. Vous imaginez 421 au plan national, là où il y avait antérieurement 3 séries. Donc, c'est pour vous montrer la manière dont les jeunes se sont emparés de cette idée nouvelle qui est « j'ai le droit de choisir une partie de mon enseignement ». Je rappelle que c'est 12 heures en première et 12 heures en terminale. Donc, je demande un peu de précaution méthodologique quand on compare des éléments qui ne sont pas totalement comparables, à quelques exceptions près, mais j'y reviendrai. La deuxième remarque méthodologique que je veux faire, c'est que la réforme, elle en est à son an 1. C'est-à-dire que la première cohorte d'élèves qui rentrent dans l'enseignement supérieur, c'est celle de la rentrée 2021. Ce qui veut dire qu'on a peu de recul sur l'impact de la réforme, d'autant plus que, vous le savez, on l'a tous vécu, les 2 années de Covid ont particulièrement perturbé les conditions de scolarité. Donc, c'est des éléments aggravants, en quelque sorte, qui n'ont pas totalement contribué à optimiser, si je puis dire, l'impact de la réforme. Donc, nous, on a pris soin de dire qu'il fallait, dans les constats que je vais vous présenter, avoir au moins ces 2 précautions méthodologiques en tête. Il est difficile de comparer 2 structures qui sont fondées sur des logiques un petit peu différentes. Et d'autre part, on n'a pas assez de recul, donc il faut laisser un petit peu le temps au temps, sans doute, pour voir et mesurer la réalité de la réforme. Alors, ceci étant dit, on a fait quand même 5 constats. Le premier constat, c'est que le niveau moyen
J'ouvre une parenthèse, André. Le rapport est accessible, mes amis. Donc, si vous souhaitez avoir l'intégralité du rapport, il ne faut pas hésiter à aller sur education.gouv.fr hein, ou Eduscol, c'est pareil. Ou Eduscol. Donc, le premier constat, c'est le niveau moyen des compétences en mathématiques est en baisse depuis près de 40 ans. Et là, ça a été, pour un certain nombre d'entre nous, un peu une surprise de voir, quelles que soient les évaluations nationales, les CM1, CM2, les enfants de 4e, ou PISA quand on est plutôt en seconde, depuis 40 ans, le niveau en mathématiques ne cesse de baisser. Aucune évaluation ne rattrape l'autre. Mais ce qui est préoccupant, pour ne pas dire très préoccupant, comme on l'a écrit dans le rapport, c'est que cette baisse, elle est structurelle et on a de plus en plus d'élèves qui sont en grande difficulté. Et là où la France pouvait se targuer, il y a encore quelques années, d'avoir une excellence, c'est-à-dire une volumétrie des élèves qui était excellent, ben cette volumétrie aussi, elle baisse. C'est-à-dire, on a une baisse de performance chez les moins bons, mais on a aussi une baisse de performance chez ceux qui étaient potentiellement excellents, enfin en tout cas qualifiés comme excellents. Donc c'est vraiment un sujet préoccupant. J'observe simplement que ça fait 40 ans que ça dure, et ça fait 40 ans qu'il y a eu des initiatives diverses et variées qui, de toute évidence, n'ont pas porté fruit. Première remarque. Deuxième remarque, quand on regarde malgré tout le poids des mathématiques dans le nouveau lycée, or, il y a un constat qui est objectif. Alors, on a fait une partition, mais je vais vous passer les détails de notre mode de calcul, mais en gros, il y a combien d'élèves dans l'ancien lycée qui ne faisaient pas de mathématiques? 13%. Dans la série L, je vous renvoie ça, c'est la série L sans option maths, il y a 13% de gamins. Dans les cohortes précédentes, c'était environ 50 000 élèves qui n'avaient absolument pas de mathématiques. Je rappelle que dans le nouveau lycée, il y a des mathématiques dans l'enseignement de tronc commun de première et de terminale, mais c'est des mathématiques qui sont adossées à l'enseignement scientifique et qui représentent, bon an, mal an, un quart à un tiers du volume horaire. Et le volume horaire, il est de 2 heures. Donc, c'est quand même epsilon. Mais contrairement à ce que d'aucuns ont écrit, dire qu'il n'y a plus de maths, c'est faux. En revanche, il faut reconnaître que la part mathématique dans le tronc commun est adossée à l'enseignement scientifique, mais elle est par portion congrue. Première remarque. Deuxième élément de comparaison, on a pris un autre indicateur, c'est au moins 3 heures de maths. Combien il y avait de gamins qui avaient au moins 3 heures de maths, 3 à 6 heures, dans l'ancien lycée, et combien il y en a dans le nouveau lycée? Là, il y a un trou dans la raquette. Comme on a dit. Il y avait 87% d'élèves qui avaient entre 3 et 6 heures de maths dans l'ancien lycée. Il y en a à peine 55% dans le nouveau lycée. Troisième indicateur sur la place des mathématiques, il y a combien d'élèves qui ont fait et qui font plus de 8 heures de maths? Dans l'ancien lycée, c'était 12,7%. Dans le nouveau lycée, c'est 12,9%. Oui, donc, Philippe, tu m'entends? André, il faut que tu désactives là, parce qu'on t'entend. Donc, autrement dit, dans la répartition, il est clair que lorsque l'association de profs de maths dit en gros, il y a moins d'élèves qui font des mathématiques, ils ont raison. Mais la distribution, je dis bien la distribution du nombre d'élèves qui ont moins de mathématiques n'est pas aussi homogène qu'ils ont pu le dire dans leur papier, elle est plus disparate, mais j'indique quand même que sur la frange moyenne, c'est-à-dire au moins avoir 3 heures de mathématiques en première et terminale, eh bien oui, il y a presque 30 points d'écart entre l'ancien lycée et le nouveau lycée. Donc, nous avons dit, je le dis avec mes mots parce qu'on est entre nous, oui, il y a un trou dans la raquette. Troisième constat que l'on a fait, c'est forcément, dès que vous avez cet écart et cet écart de nombre d'heures d'enseignement, et puis la liberté de choix qui est offerte aux élèves, eh bien, vous avez objectivement des conséquences sur le service des enseignants.
Et vous avez des conséquences sur la manière dont les enseignants de mathématiques perçoivent ou reçoivent en quelque sorte la réforme, pour ne pas dire, on a écouté que ce soit des enseignants de maths dans les associations de maths, que ce soit des enseignants de maths dans le cadre des syndicats, et on a été aussi auditionné des enseignants de maths lambda, tous nous ont dit qu'il y avait une forme d'interrogation sur leur métier, pour ne pas dire une forme de mal-être en quelque sorte sur leur métier. Là, mes amis, je vais vous donner un chiffre. Quand on compare le nouveau et l'ancien lycée, il y a 18% de services d'enseignement, de quantité d'heures d'enseignement en moins. Alors, est-ce que les maths ont été maltraités? La réponse est non. Parce qu'en fait, comme c'est lié au choix des élèves, bien vous avez une distribution, là encore, qui est hétérogène. Vous avez des disciplines, par exemple, qui ont gagné, entre guillemets, à partir de la réforme. Histoire-géographie à 14% de plus d'enseignement, SVT à 8% de plus, mais il y a des disciplines qui ont plongé. Exemple, sciences éco qui a moins 14% et les mathématiques moins 18%. Donc, ce que je veux dire, c'est le troisième élément. À partir du moment où la réforme du lycée est fondée sur le choix des élèves, je dis bien le choix, et sur une unité, j'insiste beaucoup là-dessus, je ne cesse de le dire à toutes les conférences que je fais, sur une unité qui s'appelle un enseignement de spécialité et non pas une série, eh bien, vous avez une palette qui est beaucoup plus large et ce n'est pas sans conséquence sur le service des enseignants de mathématiques qui a donc évolué à la fois sur l'impact de la structure du lycée et sur l'effet des choix des élèves. Quatrième constat. Est-ce que la réforme a amélioré malgré tout, puisque c'était un des sujets, l'idée de formation de futurs scientifiques? La réponse est oui. Et je l'affirme, si je puis dire ça comme ça. Et là, c'est un peu contraire à tous les discours qu'on entend. Je m'explique. Si on compare ce qui est à peu près comparable, donc vous prenez la terminale S, option maths. Terminale S, option maths, ancien lycée. Vous aviez en terminale S, option maths, ancien lycée, à peu près 49 000 élèves qui étaient concernés. 49 000. Bon, vous comparez ces 49 000 avec, autant que faire se peut, les jeunes gens qui ont gardé EDS maths en première et en terminale et qui ont choisi pour EDS maths plus maths complémentaires ou qui n'ont pas pris maths complémentaires. Eh bien, vous avez, dans ces conditions-là, une quantité, un effectif, une volumétrie d'élèves qui est beaucoup plus importante, ce qui veut dire que la réforme, il y a un trou dans la raquette pour ce qui est un volume moyen d'enseignement de mathématiques. En revanche, la réforme a dégagé ce qu'on a appelé dans le rapport une élite mathématique. Et ceci est d'autant plus vrai que quand on voit cette élite mathématique, il y a plus d'élèves en CPGE scientifique, et en 2021 qu'il y en avait dans les années précédentes, CPGE scientifique. Hein, et en même temps, il y a plus d'élèves dans ces CPGE scientifiques qui prolongent naturellement dans les cursus scientifiques, et il y a plus de filles en CPGE scientifique qu'il y en avait antérieurement, et il y a plus d'élèves qui ont choisi des filières scientifiques en passant par les séries L. Quatrième remarque qu'on a faite en termes de constat, la réforme du lycée reste marquée en termes de genre et reste marquée socialement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle souvent les biais de genre ou les biais d'origine sociale, objectivement, la réforme n'a pas contribué, mais pour les raisons que j'ai déjà évoquées, à faire des choses spectaculaires en matière d'aménagement. Mais, je dis bien mais, il y a des signes d'encouragement qui apparaissent, puisque, je le répète, on a un peu plus de filles. Je dis bien un peu plus de filles. J'ai eu du mal à le faire comprendre à certaines associations, exemple femmes ingénieurs ou autres, qui se fondaient uniquement sur la partie médiane des jeunes gens et des jeunes filles et non pas sur la partie élite mathématique. Eh bien oui, les résultats, les constats qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu plus de filles. Alors, ce n'est pas spectaculaire, mais le fait de constater qu'il y en a un peu plus qui ont pris maths experte et qui se sont destinés ensuite sur CPGE, qu'il y a un peu plus de filles qui ont été dans les filières scientifiques, on a là un signe d'encouragement. En revanche, force est de constater que ça reste un marquage très fort dans la mesure où, quand on regarde maths, physique, chimie en terminale conjugué à maths experte, là,
c'est très marqué garçon et c'est très marqué CSP positif, c'est-à-dire les jeunes gens issus de familles plutôt favorisées. Donc voilà, mes amis, les éléments de constat. Sur les éléments de constat, je voudrais vraiment peut-être redire deux choses. Un, la situation du niveau mathématique en France est dramatique. Il n'est pas à la hauteur de la 7e puissance mondiale. C'est dramatique. Mais je me permets de dire que ce n'est pas forcément lié à la réforme du lycée. On aurait avantage, et je rappelle qu'il y a eu un excellent rapport de Cédric Villani et de Charles Torossian, là simplement depuis 2018. Simplement depuis 2018. On peut espérer que si on laisse du temps au temps aux réformes, je dis bien du temps au temps aux réformes, peut-être qu'effectivement, on pourra sans doute inverser un certain nombre de tendances. Mais c'est un vrai sujet. La qualité de l'enseignement des maths, les niveaux mathématiques de nos élèves, la qualité de l'enseignement des sciences, le niveau des sciences de nos élèves. C'est un enjeu majeur. Deuxième élément de constat sur lequel je fais synthèse de synthèse, il est clair que on a objectivement constaté qu'il y avait un trou dans la raquette, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a presque 30% de gamins en moins qui ont choisi de faire au moins 3 heures de maths. Donc, ce n'est pas neutre, là aussi, en termes d'impact générationnel et de choix pour les poursuites d'études d'enseignement sup. Alors, à partir de là, vous voyez que le constat, il induit en quelque sorte, quatrième remarque, les propositions. Il induit les propositions. Bon, donc finalement, on a fait des propositions sur 3 postulats. Le premier postulat se trouve dans la raquette, là, les 30% de moins qui n'ont pas 3 heures. Et il est clair que ça veut dire qu'il faut se poser la question des mathématiques pour tous. Donc, on a suggéré qu'en première, dans le tronc commun, on rajoute des mathématiques. Mais il ne s'agit pas de rajouter des heures. Enfin, ça se saurait s'il suffit d'augmenter le volume d'heures de maths. Ça vaut pour toutes les disciplines, ça. Il ne suffit pas d'ajouter des heures pour faire en sorte que le résultat s'améliore. Donc, on a assorti l'augmentation du volume horaire de mathématiques dans le tronc commun en disant qu'il faut à la fois augmenter le volume horaire, en même temps former les maîtres dans un dispositif dédié, en même temps modifier les contenus de programme et en même temps réfléchir aux conditions d'enseignement. Vous voyez, c'est-à-dire que l'approche que nous avons, c'est qu'il ne suffit pas pour l'année 2022 d'augmenter 1h30 de maths dans le tronc commun pour les gamins qui n'auraient pas pris EDS maths. Et pour 2023, je vais vous expliquer pourquoi on y est allé de manière étagée après. Et en 2023, c'est 2 heures pour tous. Si on fait ça sans avoir un programme adapté, si on fait ça sans former les maîtres, si on fait ça sans réfléchir aux conditions d'enseignement, mes amis, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Donc, on a insisté auprès du ministre pour dire que ces 4 conditions devaient être réunies, même si, évidemment, la presse n'a retenu qu'on va rajouter des maths dans le tronc commun. Non, ce n'est pas ce qu'on a écrit. Oui, il faut rajouter des maths dans le tronc commun, mais il faut l'assortir de 3 conditions, je le réinsiste: programme spécifique de formation des maîtres, formation spécifique des profs de maths, un programme dédié et, naturellement, des conditions d'enseignement. Dans le programme dédié, je vais attirer votre attention sur un point. Vous voyez, la position que nous avons prise, c'est de dire maths pour tous. Hein. Je dis aux émérites professeurs que vous êtes, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont d'anciens matheux. Mes amis, il ne s'agit pas d'alimenter les CPEGE. Les CPGE scientifiques, ce n'est pas ça le sujet. Hein. Ce n'est pas d'alimenter 10% de la population française. Ce n'est pas ça le sujet. C'est de faire en sorte que tous les Français aient une base culturelle mathématique. Donc, autrement dit, le programme de maths n'est pas réservé à ceux qui se destinent au CPGE, mais il doit être conçu comme des outils mathématiques permettant de comprendre le monde. Je vais vous donner 3 exemples très simples. On est dans le domaine de l'information chiffrée. On est dans le domaine des probabilités. On est dans le domaine des statistiques, c'est-à-dire des éléments qui concourent à comprendre. Je vais prendre une métaphore un peu exagérée. Quand on a entendu une ministre de la Santé parler, puisque André l'évoquait en début de propos, du caractère exponentiel du Covid,
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'un gamin de première, en France, doit savoir ça? Nous, on répond que oui. Donc, vous voyez que le niveau mathématique, il est bien conçu comme étant des outils au service de la compréhension générale du monde. Mathématiques au service des sciences, mathématiques au service des humanités. C'est ça qu'on a dit dans les éléments de contenu de programme. J'insiste beaucoup là-dessus. Le deuxième vecteur, le deuxième postulat de notre proposition, dans l'excellence mathématique, dont j'ai essayé rapidement de vous démontrer que la réforme produit de l'élite mathématique, plus qu'antérieurement encore. Mais il faut laisser le temps au temps, sans doute, pour que ça se confirme. Mais dans cette élite mathématique, on a sans doute un effort à faire encore pour inciter les filles à aller. Donc, on a donné un objectif national qui est de 10 000 filles, plus 10 000 filles ayant choisi maths EDS. Maths EDS. 10 000 filles, mes amis, c'est 4 filles par lycée. On ne va pas nous raconter d'histoire, enfin, pas à moi qui suis un vieux singe. On ne va pas me raconter qu'un chef d'établissement n'est pas capable, avec ses profs de seconde, je dis bien les profs de seconde, et en particulier de mathématiques, et pas seulement, de pouvoir sensibiliser les jeunes filles qui sont en général meilleures que les gars, de se dire, il n'y a pas de raison que tu n'ailles pas ou que tu ne choisisses pas les EDS de maths. D'autant que si tu prends maths, tu vas aussi t'ouvrir d'autres champs que le champ scientifique ou que le champ du social ou que le champ du médical. Donc, on a fixé un objectif à 3 ans en disant il serait souhaitable que dans chacun des lycées, il y ait un effort qui soit fait dans la politique d'orientation pour sensibiliser les filles à accéder, si je puis dire, ou en tout cas choisir, je rappelle, choisir leur EDS. Évidemment, ce problème de volumétrie de l'EDS de maths en première et en terminale, il est subordonné au programme de seconde. Là, nous avons été ravis d'écouter mes collègues de l'inspection générale et d'avouer que le programme de seconde n'était pas fait pour tous. Le programme de seconde a été fait de manière trop rapide et il a été fait pour alimenter le DS de maths. Bien, il faut redonner à la seconde sa vertu. C'est quoi la vertu de la seconde dans le lycée? C'est j'achève en quelque sorte l'école fondamentale du collège. C'est la finalité du collège et en même temps la propédeutique pour ensuite choisir en fin de première. Donc, si vous avez un niveau de mathématiques qui est excessivement élevé et simplement centré pour celles et ceux qui se destinent à des études scientifiques, on passe à côté de la réalité de la cohorte d'élèves. Et donc, l'idée, c'est de refaire un peu le programme de maths, de seconde, en disant c'est un programme qui est à la fois propédeutique à un choix de DS de mathématiques, donc il y a une certaine exigence, mais en même temps, c'est une clé, je dis bien une clé, pour asseoir un socle commun de mathématiques. Socle commun de mathématiques qui permet en quelque sorte de faciliter ensuite les maths pour tous en première. Troisième postulat de nos propositions, c'est l'idée de parcours mathématique. On a eu un vrai débat, Nathalie Sayac, je dis Nathalie parce que je sais qu'il y a plusieurs Nathalie, peut en témoigner, dans la mesure où, vous voyez bien, on a rajouté des maths dans le tronc commun de première. Est-ce qu'on a rajouté des maths en terminale? Ce n'est pas notre proposition. Pourquoi? Mais parce qu'en terminale, on a proposé que les enseignements optionnels dites maths expertes, dites maths complémentaires, changent de statut et deviennent des enseignements d'approfondissement. Donc, il y a un minimum de 3 heures là, qui est posé aux élèves. Et en disant cela, eh bien, on diversifie encore un peu plus les parcours d'élèves par rapport à leur prolongation, leur poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Et on a insisté sur le fait que cette dimension parcours mathématique devait être connue des élèves dès la seconde. Mes amis, ces 3 postulats ont guidé l'ensemble des propositions. Vous devinez bien que on les a gradués 2022-2023, mais pour des raisons de faisabilité. Vous savez qu'une heure de maths en lycée, c'est 1100 postes. Eh bien, nous n'avions pas 1100 postes pour la rentrée 2022. Ce n'est pas plus compliqué que ça. En revanche, dire pour la rentrée 2022, on met 1h30 en première, tronc commun, pour les gamins
qui n'ont pas choisi l'EDS de maths. Coût de l'opération, 427 postes. Bercy a dit OK, on a la ressource humaine pour être devant. Par contre, en 2023, mettre non pas 1h30, mais 2 heures pour tous dans le tronc commun, coût de la facture, 1100 postes. Donc, vous comprenez bien que c'est des choses qu'il faut aussi un petit peu prévoir dans l'alimentation du CAPES et qu'il faut un peu prévoir par rapport aux moyens dont dispose l'État dans la loi de finances 2023. Donc, c'est des raisons un peu techniques et de faisabilité qui ont conduit à ce que nous soyons dans une logique un peu étagée comme ça. La dernière remarque que je vais vous faire avant de conclure, je dis ça pour le timing, André, c'est qu'on a proposé une évaluation de mathématiques en première. En première. Et je vais vous dire là encore une fois le raisonnement qui nous a animés. Français et maths sont dans le système éducatif français, entre le CP et le lycée, sont considérés comme les 2 disciplines fondamentales. Bien. Il y a une épreuve anticipée de français en fin de première. Pourquoi n'y aurait-il pas une épreuve anticipée de mathématiques en fin de première? Nous avons suggéré à ce qu'il y ait une épreuve mathématique de fin de première. Sachant que je vous rappelle que les EDS de terminale sont, elles, appréciées dans une épreuve terminale, certes au mois de mars, mais je passe de côté le Covid, puisque là, les gamins ils vont être en EDS de 1 et 2 de terminale. Là, au mois de mai, vous savez bien qu'il y a eu le problème, encore une fois, de rebondissement à n'en plus finir lié au contexte sanitaire. Mais vous prenez une année de terminale ordinaire, j'espère que l'année prochaine, elle sera enfin ordinaire. L'EDS 1 et 2 se passe en terminale, il se passe en mars et il se passe sur une épreuve nationale terminale. Donc, on n'allait pas rajouter des épreuves, vous comprenez bien, il arrive un moment, il y a une forme de saturation. Mais en même temps, on a dit qu'il serait quand même très intéressant de concevoir une épreuve anticipée de fin de première comme si c'était un moyen d'évaluer le socle commun de connaissances et de compétences en mathématiques en France. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, c'est une épreuve qui serait commune, évidemment, puisque c'est une épreuve anticipée pour tous les gamins, qui certifierait en quelque sorte un niveau global de connaissances et de compétences pour tous les élèves. Tandis que l'EDS est en terminale, c'est pour les gamins qui ont choisi naturellement d'aller encore un peu plus loin, mais il nous semble important qu'il y ait une forme de sacralisation à travers cette épreuve anticipée de fin de première. Alors, dernier point, quel est l'état des décisions? Le ministre a déjà pris une décision. Il a déjà dit OK pour la rentrée 2022. Donc, ça veut dire que le Conseil supérieur des programmes est saisi d'une commande d'élaboration d'un programme pour 1h30 de mathématiques en première tronc commun l'année prochaine. Par ailleurs, dans le plan national de formation, il y a un module qui est en préparation là, pour la formation spécifique des profs avec une déclinaison, vous comprenez bien, du national aux académies et ensuite vers les établissements. Et des recommandations vont être données dans la circulaire de rentrée sur les conditions d'enseignement des mathématiques, mais plus généralement d'ailleurs sur les conditions d'enseignement des sciences. Et enfin, pour terminer sur la suite de décisions, vous devinez bien qu'après le 2e tour, quand le gouvernement sera installé, il y aura un nouveau ministre de l'Éducation, ça ne sera pas Jean-Michel Blanquer, et le ministre décidera de la suite du rapport, c'est-à-dire est-ce qu'on va sur 2023. Et je rappelle que sur 2023, ça serait 2 heures de tronc commun avec, je répète, nouveau programme, accompagnement des profs, conditions d'enseignement, plus peut-être une épreuve anticipée de mathématiques en fin de première. Et puis une inflexion de programme en seconde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, de manière transversale, quand on s'est rendu compte de l'état de la situation des maths en France, à travers ces 40 années là, de perte de compétences, de génération en génération, on a suggéré, mais ça sera le futur ministre qui décidera, que l'année prochaine, en 2022-2023, année scolaire, il y ait des assises nationales des mathématiques. Il y a une sorte d'auto-analyse collective à faire, parce que la situation ne peut pas être prolongée comme ça, même si, je le répète, il y a un excellent rapport qui est en cours
et qui est en cours de mise en œuvre, qui est le rapport Villani-Torossian. Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie prise de conscience nationale hein, de la situation des maths. Ce n'est pas simplement le volume d'heures, hein, vous comprenez bien, c'est quelle mathématiques j'enseigne, comment je l'enseigne, j'insiste beaucoup là-dessus, comment je l'enseigne et pour qui je l'enseigne. Et j'insiste sur cette dimension-là. Voilà, André, ce que je pouvais dire rapidement. Pardon si j'étais un peu long. Là, il faut… Non mais attends, André, il faut que tu remettes ton micro. Il faut que tu rallumes. Active le micro, André. Il faut que tu redises. André, il faut que tu rallumes ton micro. On t'entend. Ça y est. Vous m'entendez maintenant? Oui, ça y est. Voilà, je remercie chaleureusement Jean-Charles parce qu'il était vraiment, on ne pouvait pas trouver mieux pour nous présenter ce rapport. Et on a même applaudi, mais ça, par contre, vous m'avez vu applaudir, même si le micro était coupé. Alors, on a deux interventions qui sont prévues maintenant. Philippe, tu m'entends? Moi, je peux difficilement intervenir étant donné les conditions, mais j'ai trouvé le travail de notre ami Ringard excellent, hein, voilà, simplement. Et je crois qu'il a tout à fait raison sur un point, c'est que le problème, c'est en fait de ne pas faire des mathématiques uniquement en vue des CPGE, mais pour l'ensemble de la jeunesse. Et c'est là où, en effet, il faut réfléchir de façon très précise à un programme de mathématiques dans le tronc commun qui soit pour tous et non pas pour les meilleurs. Bon, mais… Oui, partage. On t'entend parfaitement, Philippe. Tu sais, si tu as des choses à dire encore, tu as quelques minutes là, hein, tu peux y aller. Oui, mais d'accord, mais j'attends aussi. Une seule chose où, tout à fait normalement, je suis resté un peu sur ma faim, et justement, quels sont d'après notre ami Ringard, les termes, comme il a donné un excellent exemple avec exponentielle, quels sont les termes de mathématiques qu'il faut qu'ils deviennent en quelque sorte la masse commune de la culture mathématique de tout Français moyen. Voilà, ça va entrer dans une conférence de spécialistes de mathématiques. Je ne sais pas si on a le temps, sauf si non, Jean… on n'a pas le temps, mais c'est pour ça que maintenant, panique mathématique, c'est-à-dire quels sont les instruments de mathématiques dont chaque Français a besoin. Exactement. Alors, Philippe, juste, je vais pas rentrer peut-être dans le détail, mais d'abord, je suis ravi que tu partages la même analyse en termes de besoin de la nation. En fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est le besoin de la nation, en quelque sorte. Bon. Voilà, exactement. Voilà. Donc, là, si tu veux, en termes de besoin, d'après celles et ceux qu'on a interrogés, Nathalie en faisait partie, etc., Nathalie Sayac, bon, la commande qui est passée au CSP, au Conseil supérieur de programme, est une commande centrée sur ce qu'on appelle l'information chiffrée, c'est-à-dire des éléments de contenu qui permettent aux jeunes d'avoir une base de compréhension du monde autour de probabilités, autour des statistiques, de situations-problèmes, mobilisant les… C'est pas bien ce que je vais dire, mais je le dis quand même. Mobilisant les techniques opératoires. Certains profs qu'on a vus nous ont un peu stomaqués quant au niveau de maîtrise. Donc, il y a sans doute là à reconsidérer un niveau de contenu qui soit partagé par l'ensemble de la nation comme étant… et on a évoqué la notion de socle commun de compétences et de connaissances en mathématiques. Hein, et c'est pour ça qu'on a insisté un peu sur l'idée qu'il ne serait quand même pas inintéressant d'avoir une épreuve anticipée de fin de première pour certifier, comme si c'était une forme de certificat d'études, comme d'ailleurs l'épreuve anticipée de français est d'une certaine manière une forme de certification d'un niveau de maîtrise du français en fin de première. Alors, quand je dis fin de première, c'est de l'école, collège et au lycée. Eh bien, il y a à peu près cette symétrie-là qui nous semble utile d'avoir en mathématiques. Merci Jean-Charles. Alors, il y a une autre intervention qui est prévue. Je veux simplement dire une chose, c'est que je crois que cette idée d'une épreuve anticipée de mathématiques me paraît excellente en français, un peu comme le français. Ça me paraît une très bonne idée. Parce que je voulais dire, je termine. Non, mais voilà, mais parfait.
Moi, mais non, après, il y aura un petit débat, il est prévu. Mais d'abord, il y a Lionel Léandri, chef d'établissement, membre de notre association, qui joue un rôle aussi très important, qui va donner un avis de chef d'établissement. Tu as quelques minutes comme on avait convenu. Lionel, vas-y. Voilà. Non, mais c'était difficile d'intervenir après un exposé aussi brillant. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, bien que n'étant pas mathématicien d'origine. Après, j'ai quelques interrogations en tant que chef d'établissement. La première, elle concerne surtout le tempo. En plus, comme je suis un peu dans les problématiques d'affectation de moyens dans l'académie dans laquelle je travaille, moi, je vois à peu près où nous en sommes en termes de mouvement de l'emploi, en termes d'affectation des moyens pour la rentrée 2022. Je suis très circonspect sur la faisabilité pour la rentrée 2022, pour plusieurs raisons. Alors, Bercy peut ouvrir le robinet, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne cause. Mais en termes de RH, de ressources humaines, si je prends par exemple l'établissement que je dirige, on nous demande depuis plusieurs années de multiplier les heures supplémentaires pour les professeurs. C'est fait, nous sommes de bons petits soldats. Tous mes professeurs de mathématiques sont à 20 heures à peu près, ce qui est le nombre d'heures maximales qu'ils sont en mesure d'accepter. Et donc, même si on m'affecte des heures pour faire des mathématiques, rien n'oblige mes professeurs à en faire davantage dans leur service. Alors ça, c'est une première interrogation, puisque à ce stade, pour l'instant, je ne vois pas comment je peux leur imposer de faire encore davantage d'heures. Et comme nous manquons de professeurs de mathématiques, ça ne viendra pas avec le robinet de Bercy. Donc, je suis assez perplexe. J'ai cru comprendre, pour avoir échangé avec mes collègues, qu'on pouvait escompter que le fait d'ouvrir ces mathématiques en tronc commun et de donner l'accès du tronc commun, des mathématiques en tronc commun en première vers l'option maths complémentaires en terminale, allait provoquer le retrait de la spécialité de mathématiques d'un certain nombre d'élèves. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'élèves vont renoncer à la spécialité mathématiques en première pour profiter de cette aubaine et aller directement vers les mathématiques complémentaires en terminale. C'est un scénario, je peux te dire, c'est un scénario sur lequel on pense. Alors, c'est un scénario qui est quand même, c'est pas la boule de cristal, mais enfin, c'est quand même assez hasardeux comme stratégie. Et alors là, après, je m'interroge sur le fond. C'est-à-dire qu'au final, l'idée, c'est qu'on va avoir finalement moins d'élèves, c'est-à-dire des élèves qui auraient suivi la spécialité à 4 heures par semaine, on va en avoir moins, qui vont se dégager de la spécialité mathématique, et finalement, ça devient un peu contre-productif par rapport à ce qu'on voulait faire. Si c'est ça qui était escompté. Alors voilà, moi j'attends de voir juste comment ça va se passer, même si, une fois encore, je partage complètement l'analyse. Mais voilà, si c'est pour dire, finalement, on va la mettre en place en provoquant le retrait d'un bataillon d'élèves de la spécialité mathématique en première, alors qu'ils s'y sont déjà inscrits à l'heure où nous parlons. C'est déjà sur les fiches d'intention, les fiches de dialogue, voilà, ils ont déjà donné leurs intentions. Donc, il va falloir les sonder et leur demander, est-ce que vous maintenez votre souhait de spécialité mathématique, en espérant finalement et en priant pour que certains ne fassent plus la spécialité mathématique. Sinon, on n'aura pas les heures. Donc, enfin, tout ça, ça me semble en très peu de temps, parce que là, on a les vacances scolaires pour la zone dans laquelle je me trouve qui commencent vendredi. Donc, on ne se revoit plus avant le 25 avril. Après, c'est le tunnel du mois de mai et c'est terminé. Alors, je suis vraiment sur le principe. Une fois quand je suis entièrement d'accord, ça m'aurait semblé plus raisonnable de préparer carrément les 2 heures pour 2023, elles me vont bien, et de préparer le terrain. Puis, j'ai une dernière petite réserve, c'est alors la certification de mathématiques en fin de première, c'est une intention très louable. On l'a un petit peu vu dans l'intervention précédente tout à l'heure de notre collègue de Sceaux, les élèves de première et de terminale sont déjà sous pression, évalués en permanence. Ils ont les certifications, ils ont le PIX en informatique,
les certifications de langue qu'on leur demande dans Parcoursup, le contrôle continu, les épreuves finales de bac, je ne sais pas si ce n'est pas encore rajouté au fardeau de leur faire une certification en fin de première. Je ne connaissais pas cette disposition. Ouais. Bon, c'était à méditer, mais les élèves, là, ils sont quand même déjà bien sous pression. Merci Lionel, un point d'ordre, parce qu'on ne va pas faire encore une audition qui va durer une demi-heure pour discuter. Merci beaucoup Lionel. J'aimerais avoir l'avis de Gabriel Andréi, qui est chef d'établissement aussi, mais très brièvement, parce que le temps passe. Et après aussi de Jérôme Ganard, qui avait demandé la parole, je ne l'oublie pas. Gabriel. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, c'est Gérard qui a demandé. Tu veux intervenir, Gérard? Non, mais non, je te propose. D'accord, pardon, excusez-moi. Rapidement. Non, mais très bien. Écoutez, l'exposé de M. Rangard a été très, très intéressant et je souscris entièrement sur le fait qu'il faudrait que nos jeunes fassent un peu plus de mathématiques pendant leur cursus du cycle terminal. Je suis aussi d'accord avec Lionel Léandri quand il dit que pour un chef d'établissement, ça risque d'être difficile pour cette année, pour cette fin d'année scolaire, de préparer d'une façon assez sereine la rentrée 2022, si jamais on abonde encore avec plusieurs heures de mathématiques pour le tronc commun, à la fois pour trouver des enseignants qui soient susceptibles d'enseigner ces heures, et puis pour les raisons que Lionel a données concernant les jeunes qui ont déjà choisi la spécialité mathématique. Effectivement, il me semble plus normal et plus intéressant que tout soit bien cadré pour que tout soit mis en place pour la rentrée 2023, car on aura le temps de mettre en place d'une façon sereine une rentrée aussi bien pour les jeunes que pour les enseignants. Voilà. En tout Merci cas, beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord avec les propositions. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Très rapidement, Jérôme Ganard, je l'ai perdu parce qu'on est… Je suis là. Vas-y. Voilà. Rapidement, hein, voilà. Parce que le temps passe. Vas-y, Jérôme. Ouais. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Jérôme Ganard. Donc, moi, je suis chef d'établissement de l'Académie de Lille, mais également référent EPCC sur l'Académie de Lille. Je voudrais, par rapport à l'exposé qui a été fait, d'abord saluer le rapport, parce que j'ai eu l'occasion de le lire, que je trouve très cohérent et en continuité avec le rapport Villani-Torossian de 2018. Je trouve qu'il y a plein de points communs, en dehors des aspects techniques là, qui viennent d'être discutés. Quand j'ai lu ce rapport, j'ai dit, mais en fait, on est dans la continuité de 2018 là-dessus. Et moi, je voudrais justement, alors moi, je dirige un collège, mais déjà partager cette idée que nous avons un problème de l'enseignement de mathématiques en France, de l'école primaire au lycée inclus. Je travaille depuis 4 ans en réseau d'éducation prioritaire avec l'IUN de circonscription sur des gestes professionnels de formation des professeurs de mathématiques, mais pas que, avec les professeurs de sciences aussi sur les maths comme outil. Et c'est compliqué dans les gestes professionnels, c'est compliqué avec les élèves. Alors moi, je n'aurais pas mis 40 ans, j'aurais dit que c'était depuis 1995, mais vraiment, là, il y a un vrai problème de l'enseignement des mathématiques. Et c'est d'ailleurs une des disciplines que les élèves lâchent en premier quand ils sont en difficulté. Oui, et moi qui travaille en réseau d'éducation prioritaire depuis 12 ans maintenant, je le constate énormément. Et le deuxième constat que je voulais partager, et là c'est une question en même temps, je suis intervenu donc dans le cadre de l'EPCC dans un conseil pédagogique de lycée cette année pour au départ parler de l'EPCC. Et j'ai eu des retours de professeurs de mathématiques concernant la classe de seconde. Puisque moi, j'ai évoqué le fait que par rapport à la mise en œuvre de l'EPCC, il fallait vraiment repenser la seconde comme, ce que vous avez dit d'ailleurs, l'école fondamentale du socle. J'ai utilisé ce terme-là. Alors, en lycée, ils m'ont regardé avec des yeux en disant « mais il vient d'où cet extraterrestre ?» Donc, j'ai essayé de repositionner les choses. Et ce qu'on m'a renvoyé, je n'ai pas su le répondre, mais là, je comprends mieux, c'est que le programme de mathématiques de seconde n'était pas suffisamment en continuité avec le programme de collège de cycle 4. Exactement. Et ne permettait pas
une mise en œuvre d'un parcours de l'élève en mathématiques. Alors moi, je n'ai pas su répondre. C'est pour ça que j'ai une question à poser. Alors peut-être que c'est urgent dès 2022 de mettre des heures en plus d'1h30 en première, voilà, bon, avec toutes les difficultés, etc. Mais à mon avis, moi, ce que je vous sens sur le terrain, c'est cette histoire de programme de seconde. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que le programme de seconde va être modifié, repensé pour la rentrée de septembre 2022, c'est-à-dire pour nos élèves de 3e de cette année qui vont rentrer en septembre, qui permettrait ensuite d'inscrire ça dans la continuité? Donc, 2 mots de réponse, parce que de toutes les manières, ça m'étonnerait qu'on puisse répondre par oui ou par non maintenant. Voilà. Mais vraiment 10 secondes, parce qu'il y a une autre demande. Vas-y. D'autant qu'André, j'ai une autre visio à 19h30, tu vois, je n'arrête pas. Mais ce n'est pas sur les mathématiques. Oui, mais on a l'ordre du jour qui est important, qui suit aussi. Rapide. 4 éléments de réponse. 1, par rapport à ce que dit Lionel, on aurait pu attendre, ou Gabriel, c'est pareil, on aurait pu attendre 2023. Là, mes amis, il y a une réalité politique qui nous a dépassés. Il faut que vous l'entendiez. Il fallait faire un signe. On a essayé de trouver la solution qui était la moins perturbatrice. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur le public de fin de seconde, qui rentre donc en première, qui n'a pas choisi d'EDS de maths, d'accord, qui représente, je vous le rappelle, 37%. Alors, du coup, deuxième élément de réponse sur les moyens, Lionel. Tu prends un lycée moyen, c'est-à-dire un lycée moyen, en gros 1000 à 1100 élèves, donc il a 10 divisions de première. 10 divisions de première, ça fait à peu près 350 élèves. Tu en as à peu près un gros tiers, donc 120 à 130, qui n'ont pas pris EDS maths. Je rappelle quand même que l'EDS maths, c'est 64%. Je redis ça en moyenne nationale, 64%. Bon, donc, il y a donc à peu près un tiers de tes gamins qui n'ont pas pris maths, c'est-à-dire en gros 120 à 130. Ce qui veut dire que tu vas avoir, allez, bon an, mal an, 4 à 5 groupes de maths. Ton besoin de rentrer, là c'est l'ancien inspecteur d'académie, l'ancien recteur qui parle, ton besoin de rentrer, en gros, c'est 4 fois 1h30 ou 5 fois 1h30, c'est ça le besoin, en termes de complément de DHG. Donc c'est un complément de besoin à 6h ou à 7h30, peu importe. Alors, est-ce que c'est financé? La réponse est oui, puisque je t'ai dit qu'on a eu l'accord de Bercy. En revanche, là où il ne faut pas que… j'espère qu'on ne vous dira pas des sornettes dans les rectorats, mais en gros, sauf recomposition, tu vois, au moment des… Enfin, tu sais bien, sauf recomposition de DHG, c'est-à-dire un cumul d'HSA qui peut faire un BMP quelque chose, mais en règle générale, vous allez plutôt avoir de l'HSA, hein, sauf recomposition de BMP, au cas par cas, selon les discussions que vous aurez. Donc, oui, le souci, c'est qu'ils sont déjà à bloc d'HSA. Oui, donc ça veut dire que alors, c'est pas vrai partout, hein, je te le dis entre nous. C'est pas vrai partout. Sûrement. Pas vrai partout. Mais en revanche, les moyens, vous allez les avoir. Ça sera des négociations quasi bilatérales entre les lycées et les rectorats. Les rectorats, ils vont avoir un abondement. Je suis persuadé que vous allez devoir retravailler qui HSA, qui BMP selon les situations et selon la réalité de vos propres répartitions. Troisième élément de réponse. Sur l'épreuve anticipée de mathématiques, je suis d'accord avec toi, Lionel. La réforme, parce qu'il y a du contrôle continu, peut laisser sous-entendre qu'on est en évaluation permanente. Mais là, je vais essayer de vous faire comprendre la logique qu'il y a derrière. Je ne sais pas d'ailleurs si le ministre, le nouveau, retiendra l'idée. Je sais que Blanquer était plutôt d'accord. Mais je ne sais pas si le nouveau ministre retiendra l'idée. Mais ce qu'on a dit, c'est très simple. Puisqu'on considère que français et mathématiques, ce sont les deux disciplines fondamentales de l'école au lycée, alors il faut à un moment donné essayer de certifier ce qu'on a appelé le socle commun de compétences et de connaissances en mathématiques, au même titre que le français. Le français, c'est en fin de première, alors ça pourrait être mathématiques en fin de première. Bon, maintenant, je répète, je ne sais pas si le ministre futur retiendra. Alors après, pour répondre à Jérôme, sur le programme de seconde, tu as tout à fait raison. Il est clair que le programme de seconde va être modifié. Alors, là, pour le coup, la commande première qui a été faite au CSP, qui est partie il y a 3 semaines, c'est le programme pour le tronc commun de première. Mais ils ont déjà en magasin, si je puis dire, en magasin. Ça ne veut pas dire que ça sortira pour 2022. La commande pour le programme de seconde. Et la commande pour le programme de seconde, c'est quoi?
c'est une meilleure articulation entre le programme de collège, forcément, et le programme de seconde, et d'autre part, de redonner un statut au programme de seconde qui soit mieux équilibré entre maths pour tous et ce que je vais appeler maths d'excellence. Quand je dis maths d'excellence, c'est propédeutique à l'EDS. Donc, autrement dit, dans l'évolution des programmes, R 2022, c'est EDS, pardon, c'est le tronc commun de première. R 2023, c'est le programme de seconde avec quelques ajustements parce que tu modifies le programme de seconde, il faut assurer la continuité en première EDS. Donc, il y aura quelques inflexions, mais c'est du micro-aménagement. Par contre, le programme de seconde, il y aura quand même des aménagements assez sensibles. Et c'est pourquoi il nous semblait important qu'il y ait une prise de conscience en créant les assises nationales des mathématiques par rapport à ce que tu disais, Jérôme. C'est-à-dire que le problème, oui, les évaluations internationales, ça fait 40 ans qu'on plonge, c'est de l'école, collège au lycée, donc c'est en quelque sorte le cursus d'enseignement et le cursus d'apprentissage. Moi, je dis les deux choses. Comment j'enseigne, quoi j'enseigne, qu'est-ce que j'apprends et comment je le restitue en évaluation. Et là, pour clore et faire plaisir à André, parce que je voudrais quand même terminer là-dessus, c'est une occasion, s'agissant des évaluations, de se reposer la question de la pertinence de l'EPCC, y compris en matière d'évaluation de compétences transversales de l'école au collège et au lycée. Bon, mes amis, je suis désolé, mais il faut que je passe à autre chose. Là. Merci. Jean-Charles, attends, je vais te demander 10 secondes parce que il y avait un collègue qui avait écrit. Ah là là, je suis perdu. Fabien Sommier, Fabien, tu avais écrit un truc, si tu veux, rapidement, très rapidement. Vas-y, poser ta question parce que j'ai vu que tu avais écrit. Vas-y. On ne t'entend pas, mets ton micro. J'ai écrit plusieurs choses. Alors, ma dernière intervention concernait ce que j'ai entendu de la possibilité d'élèves qui suivraient ce nouvel enseignement de maths pour tous, là, en première, qui pourraient prendre les maths complémentaires de terminale. Je pense que ça nécessite un aménagement aussi des programmes de maths complémentaires, je vais dans les terminales, parce que là, pour l'enseigner pour la deuxième année, ça nécessite vraiment des bases de première et des bases d'assez haut niveau qui, à mon avis, ne sont pas compatibles avec un programme de maths pour tous de première. Voilà, donc je pense qu'il y aura une articulation à voir. Et l'autre chose, et ça sera peut-être à mettre sur le site du MCLCM ou plus tard, mais c'est des éléments concrets par rapport à cette chute du niveau depuis 40 ans. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais quand on travaille sur les évaluations PISA, par exemple, l'évaluation nationale, il faut trouver une intersection sur tous les programmes des pays qui participent. Et donc, ça ne donne pas une vision très fine de tout ce que nos élèves savent faire, pour ne parler que de PISA. Donc, c'est pour avoir plusieurs éléments pour alimenter la conversation. Mais ça pourrait être envoyé plus tard à André et mis à disposition du groupe. Bon, voilà, en gros, c'était mes deux remarques. Merci. Oui. Merci beaucoup, Fabien. Mais alors là, il me branche sur un truc, je ne veux pas démarrer parce que j'en aurai pour au moins un quart d'heure. J'ai pas le temps. Les enquêtes PISA, ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup écrit là-dessus, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi. Les enquêteurs sont excellents, ils disent la vérité, mais c'est devenu une entreprise de récupération. Ça ne veut rien dire, les enquêtes PISA. Il a dit, Fabien, on questionne dans l'intersection des programmes. Il faut les prendre avec beaucoup de précautions, ces résultats. En fait, c'est ça que je voulais dire, mais je ne veux pas m'étendre parce qu'on en a parlé la dernière fois déjà de ça, et je l'ai écrit dans 2 ou 3 de mes livres. Ça, ce que je pense des enquêtes internationales, ce n'est pas la faute des enquêteurs qui sont excellentissimes. Je propose, parce que c'est important l'autre point, même si je ne sais pas si on aura le temps de tout faire pour l'autre point. En tout cas, Jean-Charles, je te remercie. Ceux qui sont intervenus aussi, mais j'aimerais te demander juste un petit truc, Jean-Charles, encore tant que tu es là, c'est qu'on soit là quand on t'applaudit parce que c'était très bien. Ah ben, j'ai pas vu. Non, merci, mais merci, pas de problème. Voilà, merci infiniment. À bientôt. Merci. Voilà, et on passe à l'autre point qui est très important, l'autre point de l'ordre du jour, très important, parce que là, on parle des mathématiques, c'est important aussi, bien sûr, c'est d'actualité. Mais l'autre point, c'est étroitement lié à la mission notre mission, en tant que membre du MCLCM, fortement soutenu par le ministère, etc. Ça concerne
le site. Alors, je vous donne le titre de cette partie de réunion. Utilisation du site du MCLCM pour des séances de formation. Donc ça, c'est très, très concret. On s'est rendu compte avec Gérard que notre site, malgré ses qualités, c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai des retours tellement élogieux que je suis gêné. Sur le site actuel, que, malheureusement, qui n'est pas souvent vu, il y a énormément, je pèse mes mots, d'informations sur ce site. Et les collègues, y compris les membres de l'association, ne savent même pas qu'elles existent. Alors là, il y a une initiative qui a été prise, qu'on va vous présenter avec Gérard. On a moins de temps que prévu, mais c'était très important, le dossier précédent, donc il n'y a pas de problème. Mon ami Ludo, je le vois, il va faire un partage d'écran, mais je fais d'abord une introduction générale. On a décidé avec Gérard, qui est le webmaster du site, c'est lui qui met tout en pratique et il est très compétent, un nouveau bouton. Je vous l'ai mis dans le mail que j'ai envoyé dernièrement. Il y a un nouveau bouton. Vous cliquez dessus. C'est d'une richesse incroyable, c'est-à-dire que ceux qui veulent, et c'est notre mission de diffuser le PCC, de parler de la conscience macabre, indépendamment des conférences que je fais avec Corinne. Tous les animateurs peuvent faire ça dans leur établissement, dans leur académie, etc., chacun d'entre nous. Il y a une mine de documents et les gens ne savent même pas qu'ils existent, qu'ils existent, ces documents. Alors, on va vous les présenter avec Gérard. Je demande à Ludo s'il peut faire un partage d'écran pour ce site. Voilà, merci beaucoup, Ludo. Alors voilà, le bouton est là. Ah, il faudrait que je puisse bouger, voilà. Non, il faut que je descende. Voilà, et c'est ce bouton-là. Mais je vous l'ai marqué dans le mail. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder. Là. Ah, il faut que je puisse ouvrir. Quelques outils pour une séquence de formation. Alors, évidemment, ça c'est l'informatique, ça marche une fois sur 3. Voilà, donc ça tombe sur les 2 fois qui ne marchent pas. Donc, je ne sais pas comment faire. Je m'adresse à Ludo. C'est moi qui partage l'écran, André. Donc, en fait, il n'y a que moi qui peux cliquer sur le bouton. Donc, en fait, vas-y. D'accord. Alors, c'est normal que si tu essaies de cliquer dessus, ça ne fonctionne pas, en fait. Vas-y, alors clique sur le bouton. Ouvre-le. Voilà. Et alors, je vais te donner des directives. Comme ça, je me repose, je n'ai même pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton, il y a une nouvelle rubrique qu'on a réalisée avec Gérard qui l'a mise en forme, très bien mise en forme. C'est très clair. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties. Voilà, ressources pour des formations autour de la démarche MTLCM, etc. De quoi s'agit-il? On va balayer, si tu veux bien, les parties. Conférences et témoignages, kit sur le PCC, tu peux encore retirer, voilà, autres atouts, historique et soutien, etc. On va vous présenter ça à 2, Gérard et moi. Alors, moi, je vais m'occuper du début. Tu peux remettre au début, voilà. De quoi s'agit-il? Donc, ça vous oblige à savoir au moins ce qu'il y a. Ce qui est disponible, vous allez voir que c'est énorme. Il y a quelques mots de présentation. Rappeler ce qu'est la conscience macabre, mais ça, vous le savez, puisque vous avez dans l'association, mais il y a des choses que vous ne devez peut-être pas savoir. Donc, de quoi s'agit-il? Il y a une intervention courte, c'était au Salon de l'Éducation, qui fait 3 minutes. C'est-à-dire que si vous faites une animation, rien ne vous empêche d'utiliser tout ça. Il n'y a aucun problème. 3 minutes. Vous avez une présentation, vous pouvez vous en inspirer. Vous n'êtes pas obligé de présenter exactement ce qui est là. Courte vidéo de présentation. Alors, ce n'est pas la peine que vous pourrez y accéder et voir de quoi il s'agit. Autre rubrique, elles sont bien séparées, les rubriques. Vous voyez, la première rubrique, de quoi s'agit-il? Conférences et témoignages. Alors, des vidéos de notre conférence avec Corinne, il y en a des centaines sur MTLCM. Là, les 2 qui sont sélectionnées, ce n'est pas par hasard, elles sont vraiment, elles ont été réalisées de manière beaucoup plus fine et par des professionnels. Il y a une vidéo et du scroll, c'est sur le site du gouvernement.
Alors, tu peux cliquer pour l'ouvrir. Alors là, bien entendu, ça dure 2h30 ou 3 heures, on n'a pas le temps. Mais vous verrez, elle est très bien faite. Vous avez plusieurs parties. Vous vous en inspirez, vous faites ce que vous voulez, vous mettez telle partie, tel passage, etc. On peut revenir à l'autre. Donc là, je n'ai pas le temps, vous allez voir sur quoi je vais insister. Et l'autre vidéo, c'est l'enseignement catholique, qui est dans notre style. Ce n'est pas une conférence en public. Là, c'est… ouvre par exemple le début, la constante macabre, là, celle-là. Voilà, tu peux l'ouvrir. Voilà, on n'entend pas. En principe, il y a du son. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? Bon, il n'y a pas de son. Ben, ça va, voilà. Mais en principe, ça marche. Vous cliquez là-dessus. Et vous verrez, ce n'est pas du tout une conférence en public, mais c'est dans notre style. Vous choisissez. Vous verrez, c'est plus concis, c'est plus… Voilà. On peut revenir au truc général, Ludo. On peut revenir au truc… Voilà. Donc, vous avez ces deux outils. Un dure 2 heures, l'autre 2h30. Donc, on n'a pas le temps de les voir. Mais vous verrez, vous pouvez choisir. Elles sont très bien faites, ces 2 vidéos. On pourrait plutôt qu'il y en a des centaines sur Internet, hein, qu'on a pris. Mais celles-là, elles sont vraiment très officielles. Une, c'est le ministère de l'Éducation nationale et du SCOL, et l'autre, c'est l'enseignement catholique. Très bien faites les deux. Moi, je vais insister plutôt sur ce qui suit. Quitte sur le PCC, voilà. Alors, ça, c'est une autre rubrique. Les rubriques, vous verrez, sont clairement séparées. Alors, par exemple, quelqu'un qui veut animer une séance de formation sans se fatiguer, ou bien, il peut le faire, bien entendu, il n'y a aucune contrainte. Chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Mais s'il veut des aides, ce n'est pas ce qui manque. Mode d'emploi, ouvre-le, le mode d'emploi, s'il te plaît, Ludo. Ça fait 3 ou 4 pages, c'est-à-dire que il suffit de faire des photocopies, le distribuer, de le projeter. Tout est indiqué. Alors, je ne vous rappelle pas ce que c'est parce que vous savez ce qu'est le PCC, mais par rapport à mes livres, on va en parler après de mes livres tout à l'heure, chacun fait 160 pages, donc là, ça fait 3 ou 4 pages, c'est-à-dire que vous avez des documents prêts à être utilisés. Vous voulez… Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, d'abord parce qu'on n'a pas le temps, et puis parce que vous le savez, mais les documents sont tout prêts. Donc, je rappelle le titre de ce qu'on fait avec Gérard, utilisation pour des séances de formation du site. L'autre rubrique, questions fréquemment posées. Voilà. Alors là aussi, vous avez le document qui est tout prêt. C'est-à-dire que, vous le savez, je fais beaucoup de conférences avec Corinne, donc on avait fait c'est proprement réalisé. Tu peux remettre au début, on va balayer les questions. Tu remontes, s'il te plaît, Ludo, non, encore plus haut. Non. Questions fréquemment posées, tu l'ouvres et on va le balayer. Voilà. Dans toutes les matières, parce qu'il y en a qui pensent qu'en français, on ne peut pas, alors on peut. Sciences de questions-réponses pour les matières à petit horaire hebdomadaire, c'est le cas du SVT au collège, mais on peut le faire d'une autre manière. Enfin, vous avez les réponses à tout ça. Et dans les classes d'examen ou de concours, ben évidemment, il faut faire des contrôles blancs. L'usage des calculatrices, bien entendu, c'est hors de question de mettre, parce qu'avec des calculatrices perfectionnées, les élèves auraient le temps de tout mettre sur leur calculatrice. Ceux qui croient le faire, petite variation d'énoncé, ça c'est un problème essentiel. Il faut le faire à l'identique, ça vous connaissez ma position là-dessus. Parce qu'il y en a qui disent je vais modifier un peu l'énoncé, mais c'est plus le PCC. Le PCC demande plus de temps, pas du tout. Il y a des réponses à toutes ces questions. Il s'agit de bien informer les élèves et leurs parents. Et si tous les élèves ont de bonnes notes, il y en a qui ont peur. Vous savez, c'est la peur des profs là, qui veulent des mauvaises notes. Alors là, je les rassure tout de suite, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Hein, mais il y a une injustice entre les élèves PCC et les autres, mais ça, de toutes les manières, il y a toujours eu des différences entre les établissements, c'est pas nouveau. Enfin, bref, je vois que la montre qui passe vite. On y reviendra peut-être même la prochaine fois si on n'a pas fini. On revient au début, Ludo. Voir.
Alors après, EPCC et mémorisation, là aussi, il y en a qui ont peur du par cœur. Une page, ça fait. C'est-à-dire, vous avez une foule de documents très concis pour celui qui veut préparer. C'est l'objectif de cette avec Gérard. Tout est là. Vous avez 2 pages, ça fait. Vous avez ce qu'il faut faire. Tout est prêt à distribuer. On revient au début. EPCC et liberté pédagogique, ça ne s'agit pas selon il y a une page. C'est-à-dire que le point suivant, tu reviens au début. Et voilà, témoignage. Alors là, c'est effarant, vous voyez, on en a parlé en bureau tout à l'heure. On peut balayer les témoignages. Alors là, c'est Corinne et moi qui avions fait cette brochure à l'époque. Vous allez voir, c'est impressionnant le nombre de témoignages qu'il y a de personnalités. Là. Il n'y a pas que Blanquer qui nous soutient, hein. Ses prédécesseurs aussi, Florence Robin, etc. Alors là, il ne s'agit pas de faire ça pour se faire plaisir, il s'agit de montrer que c'était quelque chose de très important. On revient, mais parce que je suis très crispé par l'heure, je veux laisser là, le temps à Gérard maintenant. Témoignage, ce n'est pas ce qui manque. Vous avez une enquête réalisée par Nathalie Sayac justement à la fin. Ouvrages et publications, on descend. C'est mes ouvrages, tu peux l'ouvrir s'il te plaît. Ouvrages et publications, voilà. On peut balayer, vous avez tous les ouvrages qui sont là. Et ce que va faire Gérard, c'est qu'il y aura les préfaces de tous les ouvrages. Il en manque quelques-unes là. Voilà, on revient au début. On revient au début. Et ensuite, alors, voilà, moi j'arrête là, ça va. Gérard, tu vois, il te reste, comme moi, un quart d'heure, on a moins de temps que prévu. Voilà. Alors maintenant, Gérard va s'occuper de la seconde partie, c'est pour montrer à quel point notre mouvement, c'est un vrai phénomène national. Il ne s'agit pas de faire de la fausse modestie idiote. Un vrai phénomène national dans le domaine de l'éducation. Gérard, tu as la parole. Vas-y. 3 autres rubriques. On ne t'entend pas, Gérard. Ah non, on ne t'entend pas, Gérard. Ton micro est coupé. C'est bon, merci. Oui, voilà. Oui, tu as dit l'essentiel de l'objet de cette page. Donc, alors quelques précisions supplémentaires. Nous avons effectivement tenu à faire figurer l'appel de 2003, mais qui n'a pas cessé d'être popularisé et signé par de nouvelles organisations jusqu'à présent. Il y en a 2 autres qui sont en train d'être démarchés. Alors, le texte de l'appel, c'est un peu le retour aux fondamentaux du pourquoi de la démarche. Et si tu peux cliquer, Ludo, sur le texte de l'appel, effectivement, on voit que maintenant, nous avons fait figurer en plusieurs langues pour simplement traduire le retentissement de cette démarche donc au niveau de différents contextes nationaux et linguistiques. Et au passage, merci à Salma, si elle est toujours là, pour la version en arabe. Voilà. Donc, on peut remonter peut-être à la liste maintenant, la liste des signataires. Merci Ludo. Alors, cette liste des signataires, elle est quelque part, je dirais, stupéfiante. Beaucoup aujourd'hui de mouvements de toutes sortes n'imaginent pas du tout d'obtenir un tel panel d'organisations, avec un tel éventail de sensibilités et d'implication dans la vie sociale. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a des conseils départementaux qui à l'époque s'appelaient conseils généraux tout en bas, qui se sont engagés, qui d'ailleurs nous ont même invités à faire des journées comme celle des sessions d'aujourd'hui dans leurs locaux. Je parle notamment du Conseil général du Val-de-Marne. Et donc, là, juste au-dessus, vous avez les mouvements pédagogiques. Il y en a quand même
un nombre assez extravagant, des associations de profs, il y en a certaines qui vont se rajouter, je pense. Cet appel n'a rien perdu de son actualité. Il y a des mouvements de jeunesse, là aussi, qui balayent un spectre important. Il y a les associations et syndicats d'enseignement privé, et il y a 18 associations et syndicats de l'enseignement public. Et là aussi, vous pouvez constater l'étendue de l'éventail, que ce soit des parents d'élèves ou des personnels et enseignants du système éducatif. Voilà, on peut quitter cette liste. Merci de l'avoir montré. Et plus bas, alors là, c'est simplement à titre documentaire pour mesurer, et ça peut être intéressant pour nos collègues éventuellement, s'ils ont envie d'aller voir, mesurer cette aventure du MCLCM que traduit son historique, d'une part, les soutiens de personnalité, d'autre part, et là, on peut être assez étonné pour les soutiens, on peut les afficher un tout petit peu, là aussi, de ce que traduit la diversité, tout au long de ces bientôt, bah oui, on va pouvoir dire, dans quelques temps, ça sera les 20 ans du mouvement. Voilà, donc on a eu des soutiens très variés et institutionnels. Merci pour cette liste. Et si on remonte juste au-dessus, il y a donc la revue de presse, et je vais en finir par là parce qu'on n'a pas le temps de parler de beaucoup d'autres choses. Dans cette revue de presse, les articles sont classés par type de support, et donc, par exemple, les revues nationales, on pourrait afficher le numéro 23, j'ai vu ça comme ça rapidement, mais il y en a évidemment, je dirais, beaucoup plus que ce qui est indiqué là. Ce n'est qu'une sélection parmi beaucoup d'articles et sur une période de données. Évidemment, depuis, il y a eu énormément d'autres articles, et celui-là est intéressant parce que c'est une revue pour les jeunes, et donc il y a ce résumé un petit peu dans un style accessible, permettant, c'est pas inutile, dans certains cas, y compris dans l'enseignement primaire, de donner un intérêt pour la démarche du mouvement. Merci pour cet affichage. On peut remonter, je n'ai pas vraiment trop le temps d'en présenter d'autres. S'il y aurait peut-être associations et syndicats, voilà, où on pourrait regarder le numéro 10, par exemple, hein, numéro 10, dans lequel Philippe Joutard, s'il est toujours là, s'était exprimé dans le journal du syndicat UNSA pour voilà, un article de fond qui date de, je crois, c'était 2005, oui, c'est marqué en bas, octobre 2005. Voilà, tous ces articles sont un fond de documentation on peut piocher dedans à volonté. Évidemment, quand on regarde la page d'accueil générale du site, on ne voit pas qu'il y a tout ça. Donc, d'où l'intérêt de cette présentation. Et puis, par la suite, ça peut servir dans le cadre de séquences de formation. Alors, il y a ce reportage tout en bas, je crois que j'avais montré dans notre dernière réunion. On avait cliqué dessus. C'est un peu un élément emblématique parce que les élèves sont oui, on peut cliquer, oui. informés à l'avance des sujets d'interrogation. Peut-on se passer des notes sanctions? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anne Poncine et Jean-François Monnier. Il n'y a plus 30% de mauvais. Précisément sur quoi ils seront évalués? Les Misérables de Victor Hugo. À votre avis, quel type de texte vais-je vous proposer le jour du contrôle de fin de séquence? Mais est-ce que ça n'est pas un peu mâcher le travail? Trop facile. Le fait d'avoir ces fiches, je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas trop se reposer sur cette fiche. Et au contraire, donc c'est une bonne base. Je sais que ça sera plus facile et que je serai aidé par cette fiche.
Tu es plus serein en fait. Voilà. Et plus confiant toi. C'est important aussi la confiance. Hein, parce que des fois, oh là là, j'arriverai pas. Et là, tu es plus confiant. Voilà, ça c'est un peu une pépite dans notre arsenal de communication. Mais voilà, je veux en même temps lancer un appel parce que ce qu'ont fait nos collègues de Seine-et-Marne à cette époque-là, là, c'est quand même un peu daté, on peut le faire à plein d'exemplaires dans d'autres contextes, peut-être pas avec France 2, mais au moins avec des médias régionaux, on peut parfaitement refaire des vidéos comme ça et les proposer à la diffusion. Voilà, je pense que nos collègues de Seine-et-Marne sont des précurseurs, mais j'espère qu'ils auront des successeurs. Merci Gérard, merci Gérard. Je me permets d'ajouter, mais je crois que tout le monde l'a compris. Je ne sais pas si vous réalisez le travail qu'il y a derrière pour faire ça. Par exemple, la revue de presse, ça a dû nous prendre entre Gérard, c'est lui qui l'a mise en forme, et la réalisation. Il y avait à l'époque 2 chargés d'émission qui ont pris les journaux, qui les ont découpés pour les mettre, etc. 6 mois, 2 chargés de mission à temps plein, ils étaient chez moi, et Gérard a pris un temps énorme aussi pour le mettre en forme, comme vous le voyez là, et ça ne représente qu'une partie des articles de presse. Quant à la télé avec Pujadas, il y a eu au moins une 30aine d'autres passages télévision, et on n'a mis que celui-là, hein, où je suis passé interviewer des télévisions locales sur France 2, avec Patrick Poivre d'Arvor, etc. Donc, tout ça, ce que je veux dire quand même, c'est qu'il ne s'agit pas de faire ça pour se dire on est bon, on est fort, pas du tout. C'est pour montrer que le dossier sur lequel on travaille, d'ailleurs, on se demande pourquoi ça n'a pas avancé davantage que ça, a un soutien incroyable. C'est un vrai phénomène de société. De voir les articles de presse, il y en a eu plus de 1000, il n'y en a que certains là. Hein. Oui, vous alors, verrez. Je voudrais quand même juste signaler que dans le boulot énorme dont parle André, il y a eu une phase qui a été réalisée par Grégory Quincampoix, et donc je rappelle simplement sa contribution qui a été non négligeable. Et surtout, n'oubliez pas l'objectif de ce qu'on vient de vous présenter avec Gérard, c'est de savoir que ça existe. C'est pour ça que je pense que c'est très important, cet exposé qu'on vient de faire avec Gérard. C'est au moins pour vous inciter à aller voir. C'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot gâchis. Tout le travail qui a pu être fait, qui n'est pas utilisé. Si on faisait un sondage parmi les membres de notre association, je ne le répétais pas ce que je vais dire, hein. Il y en a peut-être plus de la moitié qui ne sont peut-être même pas allés voir ce qu'il y a sur le site. Et parmi ceux qui sont allés, je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait tous ces documents à la disposition. Et à la disposition de quoi? Ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pour justifier un petit peu notre mission dans notre association, c'est-à-dire de diffuser ce dossier. Il y a de quoi vraiment faire sans se fatiguer. Tous les documents sont là, dans votre établissement, etc. Il y avait la place pour 2 ou 3 questions. Voilà. Je peux revenir aux questions. Ludo, s'il te plaît, au truc où on voit la tête de tout le monde, parce que là, je vois que c'est une tête. Voilà. J'aimerais avoir vos réactions sur ce qu'on vient de vous présenter avec. Ce n'est pas tout le site qu'on vient de vous présenter, que le nouveau bouton qui a été mis. Il y a le site Regardez tout ça, vous verrez. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense que c'est très intéressant, André. Bon, moi, c'est vrai que je suis dans le mouvement depuis très, très longtemps, donc il y a un certain nombre de choses qui sont automatisées. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont nouvellement arrivées depuis quelques mois ou quelques années, ça vaut vraiment le coup d'en prendre possession, en fait, et de l'activer, d'y revenir régulièrement pour mûrir un certain nombre, je ne dirais pas comme ça, mais peut-être d'automatisme aussi en termes de réponse à des collègues, en fait. Donc, voilà, l'utilité, elle est aussi vraiment d'en prendre connaissance et de le mobiliser régulièrement. Voilà. Merci Romain. D'autres interventions? Il y avait Fabien, je crois, non?
Oui, oui, alors je trouve ça génial d'avoir rassemblé là tout ça. Ça correspondait à un besoin quand on parlait de l'EPCC. C'est juste une petite suggestion sur la page d'accueil, parce qu'effectivement, avec la présentation, on voit, ah ben tiens, là, on clique sur l'image et puis il y a ça qui apparaît. Mais alors, moi, je ne suis pas webmaster, j'y connais rien, mais c'est juste en tant qu'utilisateur. En lisant la page d'accueil de MCLCM, on ne comprend pas que c'est un lien. Autant il y a d'autres trucs soulignés, on se dit, tiens, c'est des liens, mais là, il y a quelques outils pour une séquence de formation. On ne comprend pas qu'il faut cliquer sur l'image. Alors, je ne sais pas si on pouvait trouver autre chose pour mettre mieux en valeur tout le boulot qu'il y a derrière. Quelqu'un qui visiterait le site parce qu'on lui a donné, comme ça, pour communication, l'adresse, je ne pense pas qu'il pense à cliquer dessus. Voilà, donc c'était une piste pour l'amélioration. Merci Fabien. D'ailleurs, à ce sujet, vraiment, on est demandeurs, Gérard et moi. Vous pouvez nous envoyer à nous deux toutes vos remarques, maintenant que vous a sensibilisé sur le site. On vous remercie d'avance. Si vous pouvez nous faire des remarques comme celle de Fabien, là, on est preneur. Et Gérard, encore plus que moi, parce que c'est lui qui met en pratique le boulot. Mais c'est super, hein, merci. Hein, parce que vraiment, voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des choses comme ça qui se développent. Non, mais répondez aussi à ma question, franchement. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'y va pas assez souvent, les gens du mouvement, sur ce site? Est-ce que vous saviez qu'il y avait tout ça, etc.? Je vous pose la question, franchement. On n'a pas de réponse. Moi, je savais. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce travail. C'est énorme. Ludovic, c'est Ludo qui plaisante, qui dit moi je le savais, mais lui, bien sûr. Oui, moi je ne savais pas, mais le travail est remarquable. Et tout comme Fabien, j'aimerais bien que le bouton soit plus visible, plus grand, ou je ne sais pas quoi. Non, mais il a noté, Gérard. Sinon, c'est formidable, un très beau travail. Merci. Bravo. Merci. Bravo et merci. Oui. Voilà, donc, alors moi, vous savez à quoi je tiens particulièrement, c'est de finir à l'heure. Parce que je trouve que ces réunions Zoom, finalement, on y a pris l'habitude. Hein, moi, je pense, honnêtement, on n'a pas de déplacement. Je vais encore vous répéter la même bêtise. Il n'y a qu'une chose qui manque, c'est le couscous qu'on mange ensemble, l'en soi. Mais sinon, ces réunions Zoom, moi, je ne sais pas, j'ai pris l'habitude, je trouve que ça se passe bien. Il n'y a pas d'autres remarques. Non. Il reste d'autres points, mais on ne va pas les régler maintenant. On ne sait pas encore avec ce virus qui vient, qui ne nous abandonne malheureusement pas. On ne sait pas si on pourra faire une réunion en présentiel cette année. On ne sait pas quel sera le futur ministre. Tout me laisse penser que quel que soit le futur ministre, on aura encore le soutien fort du ministère, parce qu'on a eu les soutiens de tous les ministères précédents, tous les ministres précédents. Donc, s'il n'y a pas de remarques, et pour finir à l'heure, ça me ferait plaisir qu'on termine. C'est juste l'heure. Je ne sais pas, vous pouvez. Est-ce que ça vous convient, ce genre de réunion avec ce technique? Ça va. Très bien. Très bien. Bien. Merci. Bon, ben alors on est à l'heure. Merci à tous d'être là. Merci. Parce qu'on a toujours eu l'angoisse quand on organise ce genre de manifestation, c'est qu'on se retrouve à 6 ou 7. Alors, on était 40. Ça va, c'est tout à fait correct. Merci beaucoup. Merci. Tous Merci. et merci. aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci, Philippe. au revoir. Merci, à bientôt. Merci bien. Au revoir André, au revoir tous. Oui, tout est enregistré. Voilà, il y a Bruno. Oui, Philippe, on te dit au revoir. Est-ce que tu es enregistré, Ludo, hein? Oui, c'est bon. Ce sera sur le site. Bonne soirée. Merci d'avance et on le mettra en Bonne soirée et bon appétit tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye.